Bonjour et bienvenue dans ce podcast Dragon Ball Cast, le numéro 32 et exceptionnel. Donc nous avons avec nous Anime Yuki. Salut à toutes et à tous. Nous avons Gokuten. Salut. Et nous avons notre belge favori, à savoir Shuan Kohan. Bonsoir. Et donc là c'est un podcast vraiment spécial parce que là nous allons parler donc d'un excellent livre que nous avons reçu. Donc on remercie vraiment Pixel Love au passage, donc Akira Toriyama et Dragon Ball. Donc et nous avons la chance, l'honneur d'avoir justement William Oduro, l'homme qui a écrit justement ce livre, qui est avec nous, qui va pouvoir nous en parler. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Eh ben merci à toi d'avoir répondu présent. Bah donc c'est déjà on peut le dire peut-être, je pense qu'ici on a tous aimé le livre, on l'a vraiment dévoré. Et déjà donc il a été donc édité par Pixel Love. Alors moi je l'avoue, je le reconnais, c'est pas la première fois que je lisais donc un livre de William Oduro. J'avais déjà lu sur les traces de Miyamoto et j'avais lu l'excellent livre sur Mario Bros que j'avais vraiment, je m'étais régalé. Et d'ailleurs, tu me l'avais dédicacé. Voilà, donc on partait déjà sur de bonnes bases. C'est vrai qu'en fait, c'est comme Charnat qui a vendu le livre à tout le monde ici, hein, parce que. Ah oui, personne ne connaissait. Moi, je dois l'avouer un peu, quand Charnat m'a dit oui, il y a Pixel Love qui veut nous envoyer un livre sur Dragon Ball, je dis bah c'est cool, je veux dire, mais moi honnêtement au départ je me dis oui, ça va encore être un livre, qui va surfer sur la licence et ça va être encore aussi bateau que pour ce qu'on peut voir ici et là. Mais force est de constater que c'est tout à fait le contraire, en fait. On va bien. J'ai eu exactement les mêmes peurs, au moment d'écrire. Vraiment, Ah ben voilà. Ah bah, si vous voulez, moi j'ai déjà écrit plusieurs bouquins sur l'histoire du jeu vidéo, jamais sur l'histoire du manga, donc on se sent toujours un petit peu illégitime au début, donc c'était un peu bizarre. C'était une première à la fois pour Pixel Lab, à la fois pour moi. Et en plus, on sait très bien que quand on arrive sur le terrain de Dragon Ball, on n'a pas affaire à des fans qui connaissent mal leur business. Enfin, c'est très 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 impressionnant le degré de précision et d'érudition que peuvent avoir les fans de Dragon Ball. Donc c'est un peu angoissant en fait. On se dit qu'on va écrire quelque chose et qu'à chaque ligne on a des... Allez, vous savez, en fait, c'est comme en foot, on dit souvent qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Je pense qu'en France, il y a également 60 millions de biographes de Toriyama. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu jeté à l'eau. Et t'as la pression, voilà, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. En même temps, il y a une forme d'anxiété pour l'instant. J'attends le premier retour. Ah, je comprends. Mais en tout cas, je trouve que tu t'en es très bien sorti. En plus, à chaque fois, dans chaque information, il y avait des sources. Alors, le livre est riche en sources. C'est-à-dire que si vous avez une information, vous vous dites, ah, mais ça vient d'où ça? Ne vous en faites surtout pas. Tout est en bas de chaque page. Donc, tout est sous contrôle. Et en plus, il y a la bibliographie à la fin de 15 pages, donc c'est quand même pas mal. Donc il y a de quoi... Et le making-of est très intéressant aussi. Ouais, aussi. Mais marrant aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ce que nous disait Anime Yuki alias Mizu. Exactement, ouais. C'est un bouquin, avant même d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai regardé les sources à la fin, avant de me lancer dans la lecture. Et c'est vrai que j'étais très très impressionné. Et on a vraiment des commentaires qui viennent de Toriyama lui-même, donc qui ont été traduits... pour beaucoup d'entre eux sur Kanzenshu, un site qui est le site anglo-saxon peut-être le plus complet que je connaisse. C'est une mine d'or. Il y a Dragon Ball Ultimate sur lequel j'ai travaillé un petit peu aussi. Vraiment, le livre est extrêmement sourcé et c'est de très très bonnes sources, quoi. C'est des gens en qui j'ai confiance et je vois que derrière, moi, ce sont mes c'est mes deux sites. J'ai envie de les appeler mes sites de chevet parce que le soir, quand j'ai envie de regarder un petit peu de Dragon Ball, c'est sur ces deux sites que je vais. Et quand l'info n'est pas sur DB Ultimate, je vais directement sur Kanzenshu parce que je sais que derrière, il y a un taf impressionnant. Et le fait de les voir listés dedans, je me suis dit ok, on part sur quelque chose de très très bon. Et dès les premières lignes, j'ai senti vraiment quelqu'un qui était vraiment dans l'optique de faire un bouquin avec son âme, avec son cœur et avec vraiment un respect profond de l'information et de la certitude des propos tenus dans le bouquin. J'ai tout de suite eu je veux dire, les écrits reflètent respirent cette sensation et c'est agréable à lire dès le départ, quoi. Il y a ça, il y a aussi le fait d'avoir recherché aussi dans les vieux magazines, genre les Joypad, tout ça, d'avoir trouvé des vieilles sources françaises. Ça, franchement, j'étais étonné de trouver des choses comme ça. Ou alors les blocs de presse là, du fan club de Toriyama,
Oh, il faut les retrouver aussi, ceux-là. Donc, ouais, il y a un travail de recherche qui est quand même assez énorme, et c'est ce qui est super plaisant, en fait, quand on découvre le bouquin, franchement. Bah, tout à fait. C'est-à-dire que le fan qui vraiment a lu le manga, a vu l'animé maintes et maintes fois, et qui est en recherche d'informations, de petites anecdotes comme ça, il est accueilli à bras ouverts par effectivement tout un panel de sources qui est extrêmement riche, qui est extrêmement varié, et puis qui est, on sent, c'est fouillé méticuleusement, c'est traduit, c'est adapté, c'est... Ah non, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je partais avec un a priori. Déjà, moi, je suis quelqu'un de sincère, je vais pas m'en cacher. Je pensais pas acheter le bouquin parce que je me suis dit, il y a des tonnes d'autres auteurs. On en discutait un petit peu entre nous. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Excusez-moi là-dessus, mais pour l'instant, c'est le 3e livre justement que nous avons sur Akira Toriyama. Le premier était d'Olivier Richard, on a tous ici adoré justement le livre d'Olivier Richard. Et d'ailleurs, moi, je l'ai pas lu. Hein. Yamoduro justement cite le livre sur plusieurs analyses et c'est très plaisant ça aussi. Et le livre hommage d'ailleurs est cité aussi. Le livre hommage de Dragon Ball, c'est la couverture. C'est le seul que je n'ai pas lu. Périgo, c'est ça, Périgo. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, il y aurait eu un bouquin sur Tezuka, j'aurais acheté tout de suite. Il y aurait eu un bouquin sur n'importe quoi, moi, sur Kei Sanbe ou sur Hiromu Arakawa ou tout un tas d'autres mangaka que j'aime lire. J'aurais acheté volontiers. Et là, je me suis dit, Toriyama, c'est le 3e, j'achèterai peut-être, mais pas tout de suite. Et en fait, je regrette pas du tout parce que je serais passé à côté de quelque chose. Comme disait Shonen Gohan un peu plus tôt, je me suis dit, en ce moment, Dragon Ball, c'est en plein boom. Il y a Dragon Ball Super qui est revenu. Qui est annoncé pour revenir apparemment prochainement. Il y a le film DBS Broly qui est sorti et qui cartonne. Et je me suis dit, il arrive au bon moment et j'avais peur d'un livre qui s'engouffre en fait dans le succès. En fait, pas du tout. Il est pas rédigé comme ça. Il est pas rédigé pour ça. Et c'est quelque chose de très fouillé et d'écrit avec le cœur. On sent l'investissement derrière, quoi. J'ai écouté, je reviendrai. Vraiment, l'accueil est super. On en est bien ici. C'est ça. Non, que vous dire. Écoutez, ça m'évoque juste un truc comme ça. Sincèrement, je me sens tout petit parce que je viens pas du tout de la communauté des fans de Dragon Ball. Je suis pas journaliste manga, donc j'ai pas une grande légitimité dans ce domaine. Je suis juste quelqu'un qui a grandi avec Dragon Ball, qui faisait partie de mon paysage. Comme les jeux vidéo, comme plein d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, j'y suis allé vraiment sur la pointe des pieds. Ça m'intéresse beaucoup, en plus, quand vous me dites, tiens, telle source, je la connaissais, telle autre source, je la connaissais pas. Parce qu'en fait, je sais même pas quelles sont les sources qui sont connues dans la communauté et lesquelles ne le sont pas. C'est ça qui est assez étonnant. Je suis un petit parallèle avec... j'ai déjà fait une biographie. J'ai fait la biographie de non pas d'Akira Toriyama, enfin si, maintenant si, mais avant de Shigeru Miyamoto, le célèbre concepteur de Mario Zelda. Excellent ouvrage, soit dit en passant. Et j'avais déjà écrit l'histoire de Mario avant. J'ai commencé en plus dans un magazine spécialisé dans Nintendo, donc si vous voulez, j'avais pas mal de background. Donc quand j'ai commencé cette biographie, je savais exactement quelles étaient les interviews qui étaient connues, quelles interviews n'étaient pas connues, et quelles étaient les sources à aller dégoter. Quand je suis allé à Kanazawa, là où Miyamoto a fait ses études pour aller récupérer son mémoire de fin d'études, là c'est bon, je savais pertinemment que ce document-là était absolument inédit. Je le savais. Là honnêtement sur Toriyama, je me sens un petit peu tout bête en disant ça, mais j'ai vraiment procédé à l'aveugle, en tout cas vraiment avec peu d'indications sur le degré de connaissance que vous pouviez avoir, vous, de chacune des sources. Après, j'ai bien sûr lu ce qui a pu s'écrire avant, même si j'ai essayé de pas trop me replonger dedans, c'est pareil, parce que par exemple la biographie d'Olivier Richard, pour laquelle j'ai énormément de respect, je le remercie d'ailleurs, parce que c'est une toute première personne que j'ai interviewée sur Dragon Ball quand j'ai commencé. Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé à Pixel le Monde, c'est une première personne absolument adorable. Si aujourd'hui elle n'est pas rééditée, c'est vraiment pas ça
sa faute, hein, c'est essentiellement des histoires de droit, et la Shueisha, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression. Qui a pas très envie de voir une bio de Toriyama avec des images qui soient rééditées, et d'ailleurs je trouve juste que le fait qu'elle ait été éditée une première fois chez Glénat, partenaire officiel de la Shueisha, c'est quand même, ça relève un peu du miracle. Ouais, il y avait beaucoup d'illustrations dans son livre, c'est vrai. Voilà. Donc même ça, si vous voulez, je l'ai lu 2-3 fois cette bio, mais je l'ai pas relu du tout pendant l'écriture et même pendant la phase de recherche, parce que j'avais très très peur en la relisant, en fait, tout bêtement, que ça me sape le moral. J'avais peur de me dire, là, ok, mais en fait tout a déjà été écrit, enfin, qu'est-ce que je m'embête à écrire là-dessus. Donc, c'était ma crainte. Je me suis dit, il y a déjà eu un livre sur Toriyama qui est sa biographie, qui est très riche, qui est très illustré, qui est très fouillé. Et je me suis dit, on va avoir peut-être un petit complément, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Justement, pas du tout. Et justement, Mizumi, les deux livres sont très complémentaires. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez déjà le livre d'Olivier Richard, croyez-nous, le livre est très différent. Bon, c'est vrai, Olivier Richard a eu la chance d'approcher certains acteurs du métier de la Toei. Ici, ce n'est pas le cas, mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, on peut commencer sur les débuts de Toriyama. Il y a un excellent parallèle, je trouve, dans ce livre, entre le roi Nico-chan et Akira Toriyama. Ça, évidemment, moi, je parle pas japonais. Évidemment, je n'ai pas lu Dr. Slump en VO. Mais rien que de faire le rapprochement, le roi Nico-chan et Toriyama au début, c'est du génie, cette comparaison. Comment t'es venu l'idée de les comparer, en fait? Alors, ça, c'est certainement pas, effectivement, une source. Oui, voilà. Je saurais plus vous dire exactement à quel moment dans le bouquin cette réflexion m'est venue. J'essaie de me souvenir. J'ai eu une discussion avec un ami ah oui, voilà. On parlait de Ready Player One et il me disait voilà, il y a une théorie qui dit que dans chaque film de Spielberg, il y a un personnage auquel on peut identifier Spielberg, ou en tout cas dans lequel Spielberg peut se reconnaître. Et je me suis posé la question bêtement, dans les œuvres de Toriyama, quel serait ce personnage? Et c'est pas juste effectivement Nico-chan, donc le personnage extraterrestre à tête de fesse. Il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs, c'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant. Ça m'a permis en fait d'avoir une espèce de dialogue avec le manga. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relisais les pages, à chaque fois j'avais l'impression de traquer Toriyama derrière, et je posais un petit peu des questions dans ma tête. Je me disais tiens, quand tu parles là, lorsque tu fais une blague un petit peu olé olé dans la bouche de Tortue Géniale ou Kame-sennin, j'ai aucun souci à passer d'une traduction à l'autre. Il y a des moments où je me disais bon, mais tu peux l'avouer là, cette blague là, en fait c'est toi qui l'as faite, quoi. C'est typique de ton humour, c'est typique de ton obsession sexuelle que tu revendiques d'ailleurs assez ouvertement et fréquemment, ce qui est d'ailleurs très étonnant à relire en 2019. Oui, donc c'est voilà, clair. en tout cas, voilà, plusieurs moments il y avait ce dialogue qui s'instaurait, et autant il y a des personnages sur lesquels on se dit que c'est un petit peu évident. Je suis grand fan de Dr. Slump, mais j'aurais jamais fait le rapprochement. En tout cas, bravo, c'est bien joué. Disons que il y a une part de Goku. Enfin, en tout cas, dans Goku, on peut retrouver une part de Toriyama, c'est évident, dans cette espèce de naïveté, de pureté, surtout ce côté extrêmement obstiné. Tout à fait. Ce type qui ne veut jamais perdre, et qu'il arrive d'avoir des déceptions, mais qui revient aussitôt avec encore plus d'abnégation. Voilà, il y a quelque chose de très impressionnant dans ce mélange de naïveté et de courage. Mais c'est pas que ça. Enfin, par exemple, Toriyama n'est pas un personnage pur, pas du tout. Ah oui, voilà. Voilà, c'est surtout pas non plus un sauveur de la Terre. Ça, c'est vraiment l'absolu opposé de ça. C'est quelque chose de très étonnant. Et c'est vrai que dans le personnage de cet extraterrestre vert à tête de fesse, qui est quand même assez délicieux, on peut se le dire, très drôle, il y a effectivement quelque chose que Toriyama décrit souvent, c'est ce sentiment qu'il a de pas appartenir à la société des hommes, de pas se sentir à sa place en compagnie de ses congénères. Et c'est quelque chose qui revient très souvent dans ses interviews. Et c'est vrai que ce personnage-là est écrit comme ça. Et
il y a un mélange de tendresse, d'autodérision, et je trouve que ça marche bien de le voir dedans. Alors, encore une fois, hein, Toriyama n'est pas que ce personnage-là, il n'est pas que Goku, mais je pense qu'il y a 5-6 personnages dans lesquels on peut le retrouver. D'ailleurs, pour l'anecdote, le bouquin ne le reflète pas parce que j'ai abandonné l'idée, mais au début, je voulais qu'il y ait 7 personnages en tout auxquels Toriyama pouvait se comparer. Sauf qu'il y avait un côté un petit peu artificiel. Donc, autant il y en avait sur lesquels ça marchait très facilement. Kame-sen'nin, Goku, Nico-chan, Yamcha. Ouais. Yamcha, normalement. Autant sur d'autres, bon, j'étais un petit peu tenté de raccrocher les wagons de manière trop voyante. Je me suis dit non, on va pas pousser, ça sert à rien de faire quelque chose de ludique juste pour le plaisir de faire du ludique. Si ça marche pas. Mais en tout cas, voilà, il y en a une petite demi-douzaine sur lesquelles je le reconnais, Toriyama, à force de l'avoir lu pendant 1 an et demi, je le reconnais, il y a pas de souci. Bah d'ailleurs on peut peut-être passer, c'est vrai que là j'ai un peu été trop vite avec Dr. Slump, mais déjà dès le début, à la rencontre entre Torishima, cet éditeur culte à qui on le doit Dragon Ball, Dragon Quest et le V-Jump et plein de choses, et la rencontre entre Toriyama, mais c'est ubuesque, entre le manga Star Wars dont je n'ai jamais trouvé la moindre trace, soit dit en passant. Il y a, je trouve sur internet le Star Wars l'épisode 1 de Toriyama, mais le manga qu'il a présenté à ce salon, je n'ai jamais trouvé de trace, par exemple. Je pense que je l'ai vu une fois sur Twitter d'un gars qui est très doué pour retrouver les raretés, mais j'avoue qu'à part cette personne-là, je l'ai jamais vu non plus. Et d'ailleurs, je pense que ces mangas pré-Dr. Slump, on en voit difficilement, je trouve, sur internet ou même en librairie. Hein. Ouais, c'était une de mes grandes surprises d'ailleurs en écrivant ce bouquin. Je dois même dire que j'étais un petit peu déçu. Moi, au début, j'étais un consommateur assez passif de l'œuvre de Toriyama. Je me régalais dedans, mais voilà, j'avais surtout lu Dragon Ball plusieurs fois, Dr. Slump. J'avais quelques histoires courtes, mais en fait, je pensais sincèrement que son œuvre complète avait été éditée en français, mais pas du tout. Pas du tout. Une de mes plus grandes surprises, c'est de m'apercevoir que, par exemple, il y a des œuvres qui sont éditées, traduites en Espagne, mais pas en France. Ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est très bizarre, ça. Ouais. J'en parle pas du tout, mais sur tout premier manga après Dragon Ball, par exemple, il est sorti en Espagne, il est sorti en France. C'est quoi, Alien Peke, là, c'est ça? Alien Peke, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est pas la plus intéressante, hein, pour être honnête, mais elle existe. Et dans une dimension historique, je retrouve ça cool de la lire. Tout comme j'aurais adoré effectivement relire ses toutes premières œuvres. Tout comme d'ailleurs, ce qu'on connaît de Toriyama, c'est quand même essentiellement ces mangas dans les versions acceptées. Mais ça aurait été très chouette de voir cette page refusée. Il y a tout un truc, toute une partie sur laquelle j'insiste, je pense pas mal dans le bouquin, c'est à quel point Torishima le fait progresser. Et pour cela, il passe son temps à lire, non mais là, ta page, elle est pas bonne. Tu me la refais. Et il y a probablement des milliers de pages de Toriyama qui ont été mises de côté, jetées, et qui racontent son apprentissage du métier. Ça serait génial. Bah, il y a une parade intéressante que tu cites justement sur Toriyama. Justement, quand il voulait passer en force une idée, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il envoyait ses manuscrits à la dernière minute. Ça, c'est quand même de la pire vinélie, quand même. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Ah oui, ça marche. Mais c'est ça qui est il y a un truc que j'aime beaucoup avec Toriyama, c'est un personnage assez fascinant, hein, et très curieux, très atypique, qui se contredit pas mal. C'est quelqu'un qui est capable de se coucher face aux décisions de la Shueisha et notamment de son éditeur Torishima, et également d'imposer ses vues. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On l'entend très bien. Oui. Oh, c'est incroyable, j'ai cru que j'étais repassé dans le tunnel du silence éternel. Dans le côté obscur de podcast. De l'autre côté du miroir. Donc voilà, je vais finir ma diatribe. Donc voilà, donc Toriyama, je trouve que c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, on sait jamais à quel moment il va se coucher et à quel moment il va passer en force. Il est capable des deux. Il est vraiment capable de dire, bon, ok, d'être un peu mou, hein. Il est capable d'être mou, Toriyama. Capable de dire, oh, tant pis, bon, on m'a dit de le faire, bah je le fais, bon, tant pis, bon. Et puis à d'autres moments, il va se braquer, il va faire, non mais ça j'ai pas envie de le faire, j'ai décidé que je le ferai de cette manière-là, on m'obligera pas à faire différemment.
Et s'ils en veulent pas, hop, un petit coup de jarnac, j'envoie ma modification dans les proportions de Goku à la dernière minute pour être sûr qu'il puisse pas faire de modification. Et hop, comme ça j'impose mes vues à mon éditeur. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment capable, un petit peu selon l'humeur, d'être à la fois très docile et au contraire très, très rebelle. C'est vrai que les scripts envoyés à la dernière minute, il avait déjà fait le coup avec le docteur Machirito quand Torishima lui avait dit il nous faut un méchant, un type antipathique, un type détestable, la plus grosse ordure du monde. Et Toriyama, bon an mal an, il s'est dit j'ai pas trop d'idées machin, il a dessiné docteur Machirito qui était donc le fameux anagramme de Torishima, son éditeur. Et comme il avait déjà fait des caricatures de lui-même sous son masque à gaz, de Toriyama avec son masque à gaz, ce qu'ils appellent la plupart du temps les fans Toribot, les gens l'ont reconnu parce qu'ils avaient déjà vu ce faciès de Torishima en fait. Et donc du coup c'est passé, et ça il nous refait le coup, comme tu le disais William, Toriyama quand il a décidé de faire grandir son héros, Goku, et il envoie les scripts à Toriyama, pas les scripts, les planches à Torishima à la dernière minute, et le gars il est obligé de les faire passer, il a pas le choix. Et c'est vrai qu'on reconnaît là un Toriyama qui est très inhabituel, on le connaît pas sous cet angle-là, ou tellement peu, et on s'y attend pas quand on connaît ce personnage timide, ce personnage renfermé, ce personnage qui ne s'affirme pas, à part là, et là ça nous coupe l'herbe sous le pied, et c'est presque fabuleux de voir ça, on se dit mais c'est pas faux. Il y a des plot twists dans la conception du manga. C'est génial, c'est croustillant. Surtout qu'on est choqué un peu par la vilainie du procédé. Je veux dire, c'est quand même parce qu'il faut savoir que, d'ailleurs, j'ai appris ça dans le livre. La prépublication, si tu ne publies pas à l'heure, c'est presque un scandale, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très important. Donc sur Torishima, c'est pas publié à l'heure, du coup, lui, ça l'emmerde beaucoup, quoi. Donc là, on est presque choqué par la vilainie du procédé, quoi. C'est vrai. Là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui parle à toute personne qui a été journaliste dans la presse. Quand je dis dans la presse, c'est vraiment au sens où il y a un imprimeur derrière. C'est que vous savez très bien que vous avez une date de bouclage. Et plus la date de bouclage est proche, moins vous avez de latitude pour opérer des modifications. Donc, par définition, les derniers articles que vous recevez, c'est toujours ceux sur lesquels vous êtes tout simplement le plus en faiblesse. Vous pouvez pas dire en fait on n'envoie pas l'imprimeur parce que ça vous plaît pas, ou vous n'allez pas envoyer l'imprimeur un manga ou une revue ou un magazine avec par exemple 15 pages vides, ça n'existe pas. Ouais. Donc là-dessus Toriyama sait qu'il est en position de force, et ça il sait en jouer quand il le veut. Et quelque chose qui m'intéressait beaucoup, et je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, c'est le titre du bouquin, c'est Akira Toriyama Dragon Ball, parce que je me demandais, mais très sincèrement, quelle était la part de responsabilité dans Dragon Ball, la part de responsabilité de Toriyama dans Dragon Ball. Il a jamais été tout à fait seul. Et ce qu'on voit, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un nombre considérable de décisions stratégiques cruciales qui ne sont pas les siennes. Oui, tout à fait. Par ailleurs, à d'autres moments, parfois des moments où on ne s'y attend pas du tout, des choix qui sont les siens, qui remettent complètement le manga sur des rails un petit peu différents. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Dragon Ball, c'est une œuvre qui porte la trace de Toriyama, mais qui reste un produit industriel. Et toute son histoire est une tension entre ces deux dimensions. C'est la machine à hit de la Shueisha, de Weekly Shonen Jump, qui est vraiment organisée pour donner au lecteur ce qui plaît au lecteur, et de l'autre, Toriyama, qui a cette espèce de malédiction, est très très fort pour dessiner ce qui plaît au lecteur, mais pas de chance, c'est pas ce qu'il a envie de dessiner. Et c'est vraiment entre les deux que le manga se crée, évolue, se métamorphose, et ça explique beaucoup toute cette espèce de trajectoire sinueuse qu'il a pu avoir au fur et à mesure des années.
Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc voilà, et c'est vrai que le rapport à Torishima est central. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, justement, moi, j'ai une question là-dessus parce que je crois qu'avec ce livre, j'ai découvert que j'ai longtemps cru à une rumeur, à une légende urbaine. Et en fait, j'avais totalement tout faux. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tome 16, justement, ou tome 15, pardon, où Sangoku grandit, j'ai longtemps cru qu'en fait, que Torishima était parti de Dragon Ball parce que justement Toriyama ne l'avait pas écouté, parce qu'il n'avait pas eu le dernier mot. Et en fait non, j'ai l'impression que non, je me suis planté sur toute la ligne là-dessus. Il s'avère qu'en fait Torishima a changé de poste. C'est ça. Et voilà. Et donc cette légende urbaine de dire il y a eu un clash entre Torishima et Toriyama, pas du tout, que nenni. Bah justement tout à l'heure on parlait quelles sont les sources les plus connues et tout. Je pense que les chaînes Runtime, justement les chaînes Longtime, justement où qu'ils étaient dans les Taizenshuu, je pense que c'est des informations, des sources qui ont été très popularisées maintenant sur le net. Oui, je pense que la plupart voilà. Je me rappelle très bien, c'était Ludovic Gottini là sur MataWeb. Ça a été l'un des premiers à l'avoir traduit justement en France cette interview. Regardez, celle deuxième forme aurait dû être plus important que prévu. Regardez, numéro 19, numéro 20. A priori, voilà, l'éditeur était pas très content. C'était Yukondo qui était pas content, je crois, c'est ça? Ouais, effectivement. C'est ça, c'était... Oui. Et Torishima était pas content que numéro 17, numéro 18 soient des gosses, en fait, concrètement. Ah ouais, mais des légendes et des rumeurs sur Toriyama, je pense qu'on a eu des tonnes. Moi, j'en ai eu une dans le livre qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Toriyama avait acheté une propriété sur une île près de Tokyo et il y allait en hélicoptère. Je veux dire. C'est fantastique, je veux dire. Des genres de rumeurs. Et t'as une interview coréenne toute sérieuse qui dit oui, voilà, c'est bien l'hélicoptère, tout ça. Et Toriyama qui est là, mais de quoi il parle, lui? C'est génial, je trouve. Donc oui, il y a beaucoup de rumeurs comme ça qui des bruits de couloir comme ça. Des bruits de couloir sur Dragon Ball, c'est parfois surprenant. En même temps, c'est un personnage qui est tellement secret. Toriyama, il se montre tellement peu. Toutes les interviews qu'il accorde, allez, à 95-98%, c'est des interviews de complaisance qu'il accorde à la Shueisha lors d'un événement promotionnel dans lequel il va y avoir très peu d'enjeux. La plupart, voire la quasi-totalité, ne sortent pas du Japon. Quand il se dessine, c'est systématiquement derrière un masque, n'importe quoi, excusez-moi, c'est la fin. Un masque. Un masque, pardon. Et ça remarque, donc. Et donc voilà, c'est un personnage qui est tellement mystérieux, forcément, tout est réuni pour que ça suscite les pas mal de fantasmes, ouais. C'est pas faux, c'est vrai que j'y repensé, mais c'est vrai que... Moi, c'est le côté mystérieux de Toriyama. Oui, tout à fait. Ouais. Très notamment, le côté mystérieux de Toriyama, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin. C'est parce que, en relisant Dr. Slump sur la plage il y a 2 ans, il y a un an et demi, et en lisant le livre de Sœur d'édition sur Dragon Ball, il y a des moments où je me disais, mais en fait, pourquoi il a fait ça? Et c'est en me posant la question que je me suis rappelé qu'en fait, j'avais aucune idée de qui était ce type. Et c'est au-delà de ça, c'est pas seulement j'ai aucune idée de qui était ce type, mais en fait, les souvenirs que j'ai de lui, c'est les souvenirs de quelqu'un qui vraiment ne veut pas se montrer. Enfin, c'est rare. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage dont la seule image que vous ayez, c'est un dessin avec un masque sur la tronche. Ça, c'est clair. Alors moi, ce que j'ai comme image, c'est étonnant. Ce que j'ai comme image, c'est ces photos où à chaque fois il y a un faux jour, il y a sa main qui cache le visage parce qu'elle est en gros plan. Il y a toujours quelque chose qui va cacher son visage. On va voir sa silhouette, on va voir peut-être son torse, ses jambes, mais son visage, passé une certaine date, on le voit plus, et c'est même très très étonnant quand je feuillette le bouquin sorti chez Glénat, l'apprenti mangaka, où on voit Toriyama prendre carrément des photos de lui avec un pouce en avant pour dire partie 1 pour un dessin, partie 2 pour faire un manga, partie 3 machin. Il montre sa main comme ça en gros plan, et il prend la pose, il sait qu'il est photographié, il est pas pris comme ça au dépourvu. Ah, il a pris une photo, merde, bah tant pis, bah maintenant je peux plus rien dire, je suis trop gentil. Pas du tout, là il se laissait, il se prenait au jeu de la photo. Mais passé cette période, c'est fini. Ouais. Justement, il y a un truc très intéressant là-dessus, puisqu'on parle de Dr. Slump. Quand vous regardez la première édition de Dr. Slump, il y avait énormément de photos de Toriyama. Il y avait que ça sur les entrepages et tout. Regardez, je suis en train de faire une maquette. Regardez, je suis en train de faire ça. Regardez, voici mon fils Sasuke. Et quand Dr. Slump a été réédité, évidemment, la version Deluxe en France, quoi, toutes ces pages ont évidemment sauté, quoi. Elles ont toutes sauté. Parce que maintenant, il ne veut plus rien montrer. Faut rappeler quelque chose par ailleurs, je sais pas si vos auditeurs sont forcément familiers avec ça, c'est que chaque année, à date quasiment fixe,
tous les auteurs de Weekly Shonen Jump apparaissaient à visage découvert sur la couverture. Donc vraiment chaque année, donc pendant 15 ans d'affilée, Toriyama est apparu avec les autres auteurs en couverture de Weekly Shonen Jump. Et je pense qu'au début d'un Dr. Slump, quand il montre sa tronche, c'est pas forcément qu'il a envie de la montrer. C'est parce qu'il y a une politique autoriste du côté de la Shueisha. Quand on dit autoriste, faire attention, c'est pas autoriste au sens français, c'est pas au sens où on demande à chacun d'avoir une vision artistique, personnelle. C'est au sens où on a bien compris que pour un journal qui est à la fois jeune et ambitieux comme la Shueisha, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en avant le fait qu'on ait des auteurs à nous qui soient talentueux. Bien montrer que voilà, il y a une espèce de richesse propre au magazine qui expliquerait que le lecteur l'achète. Et puis le tout, c'est que Toriyama arrivé dans cette espèce de système-là, tout simplement, il est un peu bonne patte, quoi. Il connaît pas trop le truc, il débute dans le métier, on lui dit écoute, tu vas te faire tirer le portrait. Il dit ok, bon, ça m'amuse moyennement, mais s'il faut le faire, je le fais. Et puis au début, de toute façon, c'est pas le mangaka à succès qu'on connaît. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc il se dit que ça lui coûtera rien. Ça lui coûtera rien. C'est une fois le succès venu qu'il se rend compte que il est pris dans un engrenage qui le dépasse, parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est être pépère. Ouais, pépère, acheter des cigarettes et tout avec l'argent qu'il gagnera. Oui, c'était vraiment incroyable toutes ces années. C'était très marrant d'ailleurs. Ouais. Excuse-moi de te couper, par contre, mais Gokutan, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure et je vois qu'on t'avait coupé. Non, je l'avais dit, c'était pour savoir s'il avait eu l'occasion de au moins faire la demande d'une interview avec Toriyama. Parce qu'il me semblait que c'était écrit dans le livre, mais c'était écrit dans le livre, oui, mais ça n'a pas eu de réponse, je pense. Tout à fait, j'ai fait plusieurs demandes plus ou moins formelles. Pour l'anecdote, on avait même suggéré que... attendez, est-ce que je suis quand même autorisé à le dire? Je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Mais voilà, je vais formuler comme ça. On aurait été, je pense, à Pixel extrêmement ravis de pouvoir faire de la place à Toriyama, non seulement sur le monde.fr, mais dans le monde. Ça aurait été, je pense, une manière de légitimation culturelle assez incroyable pour un personnage qui, on sait bien, a bercé une, voire deux générations de Français. Et ça, on avait touché un petit peu un mot à Glénat, expliquant qu'on serait très 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 preneur d'un portrait de Toriyama et que, voilà, c'était peut-être l'occasion de le présenter à la manière de la presse généraliste, voilà, aux lecteurs qui ne soient pas forcément uniquement lecteurs de Dragon Ball, mais à tout le monde. C'est ce qu'on a trouvé, par exemple, très souvent, je reviens à Shigeru Miyamoto, Nintendo plusieurs fois accordé des interviews de Miyamoto à la presse généraliste. C'est une manière également pour la boîte d'acquérir une légitimité culturelle. Bon, on aurait été assez preneur, je pense, si cette interview nous avait été accordée. À l'heure où je vous parle, je crois que j'attends encore une réponse. Quel dommage. Et qu'il soit bien clair que c'est évidemment pas Glénat qui a bloqué, hein, ils auraient été absolument ravis. Mais tout simplement, Toriyama n'accorde pas d'interview, et je suis même pas sûr que ma demande soit remontée jusqu'à lui. Il est très probable que elle se soit arrêtée soit au niveau de Viz Media, soit au niveau de la Shueisha, et que quelqu'un l'ait rangé dans le panier à demande d'interview de Toriyama, qui doit bien occuper un hangar entier. Donc voilà, j'ai fait la demande, je l'ai renouvelée de manière plus informelle. En vérité, je pense que la manière la plus efficace encore de l'avoir, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Julien Bouvard, qui est maître de conférence en études japonaises et spécialiste du manga. Il me disait, mais en fait, Toriyama, je suis sûr qu'il est beaucoup plus facile de l'avoir en se rendant directement à Nagasaki et en lui tendant la main, en lui disant « Hello, salut !» Enfin bon, si les Français tendent la main, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Bon, en tout cas, c'est pas la méthode que j'ai choisie. Hein. Je me suis pas invité sur ce paillasson. Je pense qu'on a son adresse école.
Oui, bon, c'est quand même un petit peu destructoire et invasif. On a tous, je pense, en tête les photos de Toriyama en train de sortir sa poubelle. Oui, c'est un peu ce qu'on a vu. Voilà, exactement. J'ai envie de respecter l'homme là-dessus. J'ai suffisamment lu à quel point il était mal à l'aise à l'idée d'être interviewé, et à l'idée d'être montré en photo pour ne pas me pointer comme ça sans prévenir. L'anecdote, donc j'ai justement, juste accepté l'idée de faire ça. L'anecdote sur le supermarché, justement, à la fin du livre est vraiment très, très intéressante, justement, où quelqu'un avait reconnu Akira Toriyama dans ce supermarché et s'est créé une ronde et tout, et qu'est-ce qui s'est passé au final? Il en a eu pour plusieurs heures, je crois, et puis après, il n'est plus jamais retourné dans ce magasin. Oui, c'était pas la fin du livre, c'était plutôt vers le début, mais c'est pas très grave. Oui, c'est vrai, je pense que c'est là, d'ailleurs, qu'il a décidé de ne plus donner d'interviews, de photos et de machin, et il s'est dit que, bon, c'est vrai que, on peut le comprendre, hein, je veux dire, le pauvre gars, il va faire ses courses, et puis, il en a peut-être pour une demi-heure, puis après, il revient 5 heures plus tard, parce qu'il y a eu... Il a fait des dédicaces dans le rayon une foule de poissonnerie, japonais quoi. qui est venu lui donner malheureusement l'autre. C'est malheureusement l'autre de toutes les gens qui ont un minimum de popularité. Hein. Oui, effectivement. Ça finit toujours par dégénérer au bout d'un moment. Hein. Surtout, alors encore plus quand t'es un petit peu mal à l'aise comme ça en public, comme il peut l'être, on comprend qu'il décide par la suite d'essayer de vivre un petit peu reclus de son côté pour être vraiment tranquille, quoi. Ouais, j'imagine bien. Et en passant par Kazuhiko Torishima, son éditeur, du coup, ou Yu Kondo, ou Fuyuto Takeda, ces 3 éditeurs, est-ce que on aurait peut-être eu plus de chance, peut-être pas? Est-ce que il y a une barrière supplémentaire ou au contraire une barrière en moins en passant par eux? C'est vrai que Torishima semble plus accessible. Enfin, c'est une impression que j'ai après. Torishima, il parle beaucoup lui par contre, hein. C'est tout le contraire de Mais il Toriyama. a répondu à Kazé pour l'interview en plusieurs parties il y a quelques années. Alors je me dis que s'il a répondu à Kazé, qui est une boîte française, est-ce qu'il aurait répondu à Le Monde? Pourquoi pas, après tout? Et puis Kazé appartient à Viz Media, si je dis. Oui, effectivement. Ouais. Si on remonte plus loin, ouais. Directement, cette porte se ferme pas pour eux. On est encore un petit peu dans la maison. Enfin, c'est ça, ouais. Effectivement. Du coup, c'est un circuit promotionnel assez classique au Japon, où on donne des interviews un petit peu en interne. Mais bon. Cela dit que cette interview était très intéressante. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur ces interviews. Notamment, ça c'est pour plus tard dans le livre, mais voilà. Donc Torishima il parle plus que les autres. Et il y a toujours des petites anecdotes marrantes qui va... Et il le fait toujours avec le sourire, Torishima. C'est un bonhomme qui me fait beaucoup rire, moi. Il a un franc-parler qui est connu. Toriyama, on parle tout le temps dans le livre d'ailleurs. Hein. Le pauvre, il a été maltraité par Torishima. Hein. C'est ce cocktail-là qui fait qu'on aime Dragon Ball, et Torishima était quand même derrière très très souvent, quoi. Très très souvent. Ouais, il a une implication qui est vraiment énorme. On pourrait pratiquement le créditer aussi en tant que co-auteur de Dragon Ball, quelque part. Parce qu'il a vraiment je trouve qu'on devrait, énorme. Hein. D'ailleurs, on n'en parle pas assez de lui, je trouve. C'est dommage. Il y a beaucoup de puristes maintenant qui s'accordent à dire que Torishima ou Yu Kondo ou le 3e éditeur dont je Fuyuto Takeda. Voilà, sont les véritables auteurs ou entre parties sont les mêmes au même titre que Toriyama. Et je suis assez d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord. Je pense que, et surtout quand on lit le livre, je pense qu'on voit que les bonnes décisions, ils ont eu un grand rôle là-dessus. C'est ça que Torishima aimait bien chez Toriyama. On va peut-être laisser notre invité peut-être en reparler. J'étais en train de noter sincèrement sur une feuille de papier tout ce que j'avais envie de dire en rebond sur ce que sur ce que vous racontez. Mais c'est pas Mizumi qui est l'invité. J'avais mal compris. C'est pas moi qui ai écrit le livre. Je Je trouve ça très très juste. Tout à l'heure vous parliez de rencontres entre les deux. Je pense qu'il y a au moins une chose qu'on peut dire. Qu'est-ce qui réunit finalement Toriyama et Torishima, qui explique qu'il y a une alchimie qui se crée entre les deux, c'est que c'est à leur manière de marginaux. En tout cas, ce sont 2 professionnels du manga qui ont une approche non conventionnelle du manga. Et c'est vrai. Ils réinventent au fur et à mesure de Dragon Ball la manière dont on fait des mangas. Et là, je dis Dragon Ball, mais il faut inclure Dr. Slump dedans. Je pense que Dr. Slump est le premier vraiment à un petit peu à la manière de Gottlieb en France, à exploser un petit peu les cadres narratifs et les conventions de la bande dessinée. La deuxième chose, je suis complètement d'accord sur le fait que Toriyama a un génie de la paresse, pour reprendre l'expression. Il y a en tout cas quelque chose qui est extrêmement amusant, c'est de voir à quel point les choix qu'il peut faire sont tellement bien amenés que finalement
tout le monde n'y voit que du vent. On parlait tout à l'heure d'une référence à un vieux joypad de 1994. J'adore cet article qui est signé de Grégory Lou. Salut au passage. Excellent journaliste. Qui racontait que certains psychiatres allemands ou norvégiens proposaient comme analyse du Super Saiyan l'idée que ce soit une sorte de réminiscence du nazisme. Alors, est-ce que ça serait le super-homme arien, blond? On voit tout de suite que la machine à fantasmes fonctionne à plein, alors que quand en fait on a l'explication de Toriyama, elle est incroyable de trivialité. Non, lui, il a juste fait un personnage aux cheveux qui n'ont pas de couleur, aux cheveux qui sont tout blancs, parce que comme ça, il n'y a plus à les colorier et ça va plus vite. C'est ça. C'est magique comme anecdote. Il va à l'économie, et ce faisant, il invente une nouvelle esthétique qui est tellement puissante qu'elle fascine les gens qui cherchent des lectures qui en sont fondamentalement très éloignées. Ce que je trouve très drôle, c'est que dans l'arc de Cell, qui est très honnêtement celui que je trouve le plus tristoun, on voit bien que l'astuce du Super Saiyan, Toriyama l'exploite à fond. D'un seul coup, à bracadabra, du jour au lendemain, tous les personnages qui ont une once de sang Saiyan se mettent à pouvoir se transformer aussi. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que si vous comparez juste 2 pages qui sont de la période Namek, début de la période Namek, avec 2 pages de la période Cell, vous avez l'impression que les pages ne sont pas finies. Et pour cause, parce qu'elles sont quasiment plus colorisées du tout. Vous avez plus d'ancrage noir. De toute façon, tous les personnages sont tout le temps transformés, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin d'être énervés, il n'y a plus de fatigue, même les décors eux-mêmes sont réduits vraiment à peu de chagrin. Donc du coup, vous avez juste des lignes. Et on est à fond dans cette période de Toriyama où finalement, il se contrefout complètement du dessin. Maintenant, il est juste là pour raconter une histoire et du coup, il va aller au plus rapide. Mais reçu par les spectateurs, ça donne au contraire cette espèce d'esthétique très... on va pas employer des gros mots, mais en tout cas très masculine, très fantastique, avec des cheveux jaunes, flamboyants, qui se dressent de manière spectaculaire. On a un peu l'impression d'être dans un Marvel, alors que non, juste il allait à l'économie, le pépère, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Et puis juste une toute dernière chose, on parlait de la composition des pages. Et en relisant le manga, je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et c'est ce qui manque d'ailleurs, je trouve, dans Dragon Ball Super, dans la version de Toyotaro. Toyotaro est très bon pour imiter les personnages de Toriyama, mais il a tout simplement pas son œil pour la mise en scène, le découpage de l'action, et cette espèce de côté purement cinématographique. Et pour ça, Toriyama est juste bluffant. C'est vrai qu'il a une capacité quasi instinctive à utiliser la grammaire du cinéma et la restituer en bande dessinée à travers des chants contre chants, des plongées, des contre-plongées. Il y a quelque chose de vraiment admirable. Comme le disait l'un des animateurs de la série, à tout moment, quand on lit une page de Dragon Ball, on sait où sont les personnages et les uns par rapport aux autres. Alors comme ça, on se dit c'est un peu facile. Ouais, c'est Tadayoshi Yamamoto qui a dit ça. Oui, j'entends vraiment. Mais comparer, enfin bon, évidemment, c'est un peu grossier, mais c'est bien de prendre des points de comparaison un peu distants des fois. Tintin, les personnages, ils sont toujours face. Soit ils sont face, soit ils sont pas dans la même case. Globalement, c'est aussi simple que ça. Dans Astérix, on va les mettre tous dans la même case, mais ça va se chamailler. Mais on est toujours sur des plans 2D. Dans Dragon Ball, on parle de personnages qui sont, 1, tout le temps en mouvement, 2, dans les 3 dimensions possibles. Ils jouent de la profondeur, ils jouent de la hauteur, parfois même, rarement, mais ça existe, de la profondeur. Certains combats où ils vont aller sous l'eau, même si c'est vraiment très court. C'est-à-dire que spatialement, ce que Dragon Ball fait n'est pas quelque chose que la bande dessinée est censée pouvoir restituer facilement. Il faut se rendre compte de ça. Et pourtant, il y a une évidence quand on lit les pages de Dragon Ball qui est juste bluffante. Toriyama a juste cette espèce d'œil incroyable pour traduire des mouvements en 3 dimensions à travers un enchaînement de cases plates. C'est ce qu'est une bande dessinée. Et ça, c'est vraiment très 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 dur à retrouver. Il y a très peu d'auteurs, à ma connaissance, qui conservent ça.
Moi, d'ailleurs, petite anecdote à titre personnel. J'ai jamais vraiment réussi à lire des Marvel après Dragon Ball. J'avais commencé par Dragon Ball. J'ai toujours l'impression que il me manquait cette espèce de vivacité et de profondeur qu'ont les mouvements. Ah, ça c'est vrai qu'au niveau des cases de Toriyama, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus avec tout ce qui est dit. Ouais. Après, je suis pas un spécialiste de tous les shonen, hein. Peut-être qu'il y a des shonen qui sont encore mieux mis en scène que ça, mais qu'on me les montre, parce que vraiment, je leur demande. Alors, en tout cas, ce sera pas des mangas comme Saint-Seiya, malheureusement, avec Masami Kurumada qui s'est pas dessiné en 3/4, mais d'autres mangas, je pense qu'Hokuto no Ken, par contre, justement, Hokuto no Ken, il a eu une grande importance pour Dragon Ball. C'est vrai que on pense pas trop à Ken le survivant derrière, mais heureusement qu'il était là pour justement insuffler la castagne, le shonen, tout le monde voulait avoir de la castagne, et Dragon Ball, c'est justement, l'a un petit peu imité, si je puis dire, par rapport à tout ça. Shonen Gwen hier, justement, moi je pensais que le Red Ribbon était beaucoup plus populaire que ça. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai qu'en lisant le livre, j'ai l'impression qu'en fait, pas tant que ça, et que même malgré le crossover de Dr. Slump pour relancer la sauce, rien n'y faisait. Alors peut-être que j'ai mal interprété le livre, mais c'est l'impression que j'ai eue. Bonjour. Oui, là, ça fait partie des points un petit peu gris lorsqu'on se penche sur cette histoire-là, c'est que les sondages de popularité, ils sont pas publics. Donc, pour savoir exactement quelle était la trajectoire précise des mangas dans les votes des lecteurs, moi j'ai trouvé comme seule solution que de me fier à ce qu'en disent les intéressés, à savoir Torishima et Toriyama, avec la réserve que la mémoire peut leur jouer des tours, mais ils sont tous les deux assez unanimes sur le fait que concrètement le début de Dragon Ball, jusqu'à la toute première invocation de Shenlong, concrètement ça intéressait pas grand monde. Que dès qu'il y a eu l'introduction du premier tournoi d'arts martiaux, d'un seul coup il a bondi, et que quand Toriyama a voulu revenir à de l'aventure, en ce qui était son envie première, la popularité du manga rechutait à nouveau dans les sondages. Et d'une certaine manière, c'est incroyable. Difficile de ne pas le croire quand on voit que finalement cet arc est lui aussi assez vite remplacé d'abord par une espèce de faux tournoi, la tour du muscle, puis effectivement le passage chez Baba la Voyante, où Toriyama essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou en mettant en scène une forme de tournoi et des combats, mais en essayant de revenir vers le côté humoristique qui l'intéresse. Mais très 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 vite, il est obligé de se rabattre sur des scénarios plus martiaux, voire même plus sombres et de plus en plus cruels. Donc Daimao, notamment, apparaît très vite après ça. D'où arrive Tenchinan, qui est l'un de ses combats favoris, a priori, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça fait partie de ces combats où il le dit comme ça. Il a l'impression de voir ce que certains coups spéciaux peuvent apporter à son récit. Ça, c'est intéressant d'en parler déjà un petit peu tout à l'heure avec Kintoun, le nuage magique. Oui, c'est le premier combat dans lequel Goku apprend à planer. Alors, pardon, j'ai une bêtise, il apprend pas encore à planer, mais on voit un personnage qui vole. Et ça, Toriyama est très sensible. Il se dit d'un seul coup, mais ça peut être intéressant, parce que peut-être que je n'aurai plus à dessiner le nuage magique, et peut-être que je vais pouvoir gagner du temps. Ça m'intéresse bien. Il y a une autre séquence que je trouve très très drôle, c'est celle de la tour Karine, quand Goku se met à boire de cette fameuse eau magique. Il faut toujours se méfier, en tout cas, il faut toujours regarder, je pense, plusieurs angles lorsqu'un personnage dit avoir consommé un élément magique, parce que bien souvent, cette magie-là, elle a deux fonctions. La première, évidemment, elle est narrative. Elle va justifier quelque chose dans le développement d'histoire. Et puis surtout, elle a une dimension purement pratique, puisque d'un seul coup, Goku devient un personnage prescient, qui sait exactement où il doit aller. Et on n'a plus besoin finalement du boule de cristal, on n'a plus besoin de Bulma, on n'a plus besoin de se déplacer comme il le voudrait. Et c'est vraiment le genre de petites avancées que Toriyama aime bien introduire, de petites modifications des règles du jeu en fait, parce que fondamentalement c'est ça,
qui lui permettent de modifier son manga. Et vraiment, la première fois où Goku boit le magique, la première fois où il rencontre Tenshinhan, puis la première fois où il apprend à se téléporter, c'est des éléments vraiment clés qui vont progressivement faire basculer le manga vers cette espèce de mode de récit ultra accéléré qui va petit à petit devenir le sien. Puisque finalement, pour lui, il faut aller de plus en plus à l'essentiel. Eh ouais, Toriyama, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vraiment à l'essentiel, qui prend le temps de raconter ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Et une fois qu'on a compris, bam, badaboum, il enchaîne à une vitesse grand V, parce que il a compris que le lecteur avait compris, qu'il avait assimilé certains codes de son manga, les power-up faciles, comme effectivement la Choshinsui, l'eau divine de Karine, les senzu aussi, qui évitent d'envoyer les personnages se soigner, se ressourcer, reprendre des forces, guérir et compagnie. Ça peut prendre des chapitres, ça aussi. Et non, ça, en craque, il a bouffé un Rico magique, c'est bon, il va mieux. Mais il y a plein de petits détails comme ça. Du tout. Alors, faut bien noter aussi qu'il y a un aspect très contradictoire là-dedans. C'est qu'à force de doter son personnage de pouvoirs fantastiques, quand je dis fantastique, c'est vraiment de pouvoir hors norme, à force de pouvoir le mettre en situation, finalement, de tout faire immédiatement, plus rapide, plus forte que tout le monde, il a un problème, Toriyama, c'est qu'il crée un monstre. Goku, c'est un monstre. C'est tout à fait vrai. Il est trop puissant pour le bien du manga. Et à partir de la période, en tout cas de l'arc Saiyan, fondamentalement, il va passer son temps à essayer de casser son personnage principal. D'ailleurs, je regrette parce que j'ai pas de chapitre là-dessus, alors que j'aurais pu le faire, mais il y a un truc assez amusant à raconter. C'est-à-dire que il commence par le tuer. Une fois qu'il l'envoie avec le maître Kaio en train d'apprendre encore un nouveau pouvoir formidable, il lui colle le fameux chemin du serpent qui va l'empêcher de revenir, alors que fondamentalement le lecteur a déjà compris que c'est bon, il est plus fort que les Saiyans, c'est bon, Goku il va gagner. Ah oui, mais en fait on va l'empêcher d'arriver à temps. Bon, l'astuce des chenelles. Mais pareil pour Namek, il faut bien sûr que Goku soit le dernier à arriver à Namek, sinon c'est pas drôle. Ah oui, c'est le héros forcément. Mais oui, donc vraiment toute la série, à partir de la fin du combat contre Piccolo, consiste à casser le héros, à lui mettre des embûches, toutes parfois plus rocambolesques les unes que les autres, parce que scénaristiquement, il est beaucoup trop fort pour le bien du manga. Goku tue l'intérêt de Dragon Ball. Du coup, il faut tuer Goku pour que Dragon Ball puisse avoir à nouveau un intérêt. Ah, de toute façon, effectivement, c'est vrai que c'est un bon titre putaclic, ça tient. Mais par contre, excuse-moi de te couper, mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait gaffe avec le livre et dont je me suis vraiment pas du tout rendu compte, c'est que en fait, Goku au début de Dragon Ball n'était pas populaire. Il n'était pas populaire et justement, quand dans le livre tu lis que Piccolo Daimao a été créé justement dans le de rendre plus attractif, plus plus intéressant Son Goku. C'est très étrange de lire ça aujourd'hui parce que pour nous, on a Goku, il a toujours été charismatique. C'est un personnage qui, dès le départ, est conçu par Toriyama pour être un petit peu transparent. Hein, il le dit au début. J'ai essayé de faire le garçon qui soit le plus quelconque possible. Et d'ailleurs, tous les signes distinctifs que peut avoir Goku, c'est Torishima qui lui a demandé de les lui rajouter, que ce soit la queue ou son épaisseur, sa chevelure d'épaisseur assez spectaculaire. Pour le reste, à un moment donné, son délire, c'était de dire tiens, je vais prendre le héros du voyage vers l'Occident, et puis en fait, au lieu d'un singe, je vais juste mettre un collégien complètement lambda. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs arcs finalement, Goku traîne encore ce espèce de côté un peu, on va pas dire collégien, mais en tout cas on sent que les enjeux du monde de Dragon Ball le glissent dessus. C'est rigolo, ça me fait penser au Goku de Dragon Ball Evolution, ce collégien comme ça avec une coupe tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, parce que nous enregistrons le 1er avril, donc forcément on pense à ça, oui. En plus, oui, ça fait 10 ans aujourd'hui. Fêtons les 10 ans de ce magnifique film. Alors c'est les 10 ans de sa sortie française. Magnifique. Mais bon anniversaire à Dragon Ball Evolution. Ouais. Déjà. Alors,
justement... Moi, j'ai toujours une sympathie pour les nanars. Et puis, Nanar au-delà de ça, c'est un nanar de qualité. Au-delà de ça, sans Dragon Ball Evolution, on n'aurait peut-être pas eu Dragon Ball Super. Oui, C'est ce justement. que ton livre nous apprend, ouais, justement. Justement, Toriyama s'est beaucoup méfié par... justement, ça c'est très intéressant dans le livre, parce que, a priori, Toriyama leur avait donné quelques indications. Elles ont été totalement pas rejetées, mais... Voilà, ils en avaient que faire de ça. Comme il dit. Laissez-nous faire ça de notre côté. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, voilà, on sait tout ce qui se passait entre Kubrick et Stephen King pour Shining. Mais là, on parle de Toriyama et des Américains. Et du coup, c'est très bizarre ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils le regrettent. Ils se sentent tout bêtes. Parce qu'ils ont compris, le réalisateur, le producteur, ils ont compris qu'ils ont touché à quelque chose qu'ils n'avaient pas réalisé à la base. Ils ont même réussi à mettre fin à la carrière des acteurs, quoi. Donc c'est quand même... c'est à quel point ça a été raté. Ouais. Mais enfin bon, pour excuser un petit peu les producteurs de ce film, je l'explique assez longuement dans le livre, mais déjà Dragon Ball c'est pas aussi sacré aux États-Unis que ça l'est en France. Donc il y a ça. Beaucoup de personnes qui ont été engagées sur ce projet n'avaient tout simplement aucun historique avec la franchise, et la franchise elle-même finalement était populaire aux États-Unis depuis moins d'une dizaine d'années. Faut pas oublier ça, c'est que Dragon Ball avant 1997 aux États-Unis, personne n'en a jamais entendu parler à part quelques chanceux égarés sur une chaîne du câble. Donc, si vous voulez, culturellement, c'est moins implanté. Donc forcément, les gens connaissent moins et se doutent moins de l'importance que ça peut avoir chez ceux qui ont grandi avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a des raisons industrielles sur lesquelles je m'appesantis pas mal dans l'ouvrage, c'est que la popularité de Dragon Ball aux États-Unis, en fait, a été très courte dans le temps. En tout cas, il y a eu un âge d'or qui a été bref, qui est assez vite retombé. Dragon Ball s'est retrouvé en concurrence avec avec Marvel, hein. C'est une concurrence réelle, c'est pas exagéré comme de le dire. Sauf que la popularité de Marvel est telle aux États-Unis que vous mettez pas les mêmes budgets sur Marvel que sur Dragon Ball, surtout une licence qui est pas là depuis 60 ans, surtout une licence dont on a bien vu qu'elle s'était effondrée à la fin des années 2000 aux États-Unis. Donc fondamentalement, il n'y a aucune raison pour la Fox de mettre tout son argent dans ce projet-là. Peut-être que pour le bien du projet, il aurait fallu l'annuler plutôt que de faire ce film. Mais dans l'état des choses, au moment où le projet où c'est concrétisé, il était difficile d'y mettre plus de moyens. Après, peut-être qu'il aurait été possible de faire un scénario moins absurde. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon. Mais justement, il y a un truc qui était très étrange dans le livre d'Olivier Richard, c'est qu'il était dit que la Fox avait acheté les droits de Dragon Ball déjà dans les années fin 80, alors que Dragon Ball n'était pas encore le succès qu'on connaissait. Et c'est pour ça, et c'est a priori à cause de ça que les droits auraient été bloqués après le 4e film de Dragon Ball. Est-ce que tu confirmes cette information ? Alors je n'ai absolument aucune information là-dessus, donc je sais pas où Olivier a trouvé cette info. Parce que moi il me semble que peut-être que c'est quelque chose que j'ai raté. Ça m'étonne parce que je vois. Il me semble que dans le livre, c'est écrit que la Fox l'achète en 2002 pour 10 millions d'euros, je pense, ou $, pardon. Oui, c'est-à-dire que j'aurais du mal à voir la Fox se pencher sur Dragon Ball dans les années 80. Oui, moi aussi, j'ai toujours trouvé ça très étrange. C'est pour ça que je posais la question, ouais. Je veux dire, dans les années 80, les productions japonaises sont complètement inconnues aux États-Unis. De deux, il y a une industrie de l'animation aux États-Unis qui fait le job. Vous avez Transformers, vous avez l'adaptation de Ghostbusters en dessin animé, vous avez les Tortues Ninja. Vous n'avez pas un besoin absolu d'importer des produits japonais. Et d'ailleurs, c'est très tardif l'import d'animés japonais, donc je ne sais pas trop pourquoi. Faut bien voir que Power Rangers, ça a quasiment été une première. Donc en 1995, donc les années 80, honnêtement, je trouve ça étonnant. Après, est-ce que c'est une erreur de date? Peut-être. Je sais pas. C'est une erreur d'interprétation.
Ouais, je rebondis un petit peu, si je le peux, sur Dragon Ball Evolution, parce que de toute façon, c'est ce 10 ans aujourd'hui. Il faut parler de Dragon Ball Evolution. De toute façon. Malheureusement, oui. Mais, non, mais, entre nous, il faut en parler. Enfin, je veux dire, il faut en parler. Il faut sortir les choses. C'est douloureux pour tout le monde. Faut crever l'abcès, quoi. C'est ça. J'ai eu la chance ou la malchance, d'avoir, commis un livre sur l'histoire de Mario il y a plusieurs années. Oh, il était très bien ce livre. Vous êtes ivres, messieurs, qui se concluait par une partie sur le film Super Mario Bros. Ah. Et du coup, il était bien ce film. Ah, mais moi, je trouve ça super intéressant parce que on a un peu l'impression que c'est pas tout à fait un hasard si et l'adaptation de Super Mario Bros et l'adaptation de Dragon Ball Evolution sont tous les deux des espèces de flops assez monumentaux. On sent bien qu'il y a des raisons un petit peu structurelles, ou plus exactement des raisons culturelles, puisque dans les deux cas, il y a quelque chose qui est très manifeste, c'est qu'il y a un sentiment de supériorité qui est très très fort de la part d'Hollywood et des grands groupes américains devant les franchises venues du Japon, a fortiori quand c'est du jeu vidéo ou de l'animation. Et on voit bien à chaque fois qu'il y a cette idée que, allez, laissez-nous faire, on connaît notre métier, on sait comment faire un film qui cartonne. Et dans les deux cas, on se retrouve avec une licence qui est extrêmement populaire auprès de la jeunesse, et que les personnes qui sont en charge du projet ne connaissent tout simplement pas assez, et qui, il faut le dire, n'ont pas vraiment beaucoup d'humilité ou juste le minimum de précaution pour essayer de se plonger dedans. Et c'est très étonnant de voir que, aller à plus de 15 ans d'écart quand même, exactement les mêmes gaffes, on peut quand même parler de gaffes, se reproduisent dans des situations très similaires. Donc voilà, après, je pense que oui, c'est triste, mais en même temps, ça a donné le film Super Mario Bros et les Dragon Ball Evolution, qui sont deux objets filmiques que j'aime bien regarder des fois, parce que j'aime bien les trucs ratés. Voilà. Chacun son truc, hein. Mais je me permets de faire un petit... C'est bien dit. Je me permets de faire un petit hors-sujet. Esthétiquement, je les trouve tellement étonnants que on découvre quelque chose de nouveau avec les deux. C'est ça qui... Ah oui, là, c'est même si t'as vu tout Dragon Ball, là, c'est sûr que tu découvres tout, là. Hein. C'est magnifique. Hein. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Je me permets de faire un petit hors-sujet sur justement les films adaptés de jeux vidéo. On a quand même Sonic qui va arriver, et là aussi on a des difficultés à comprendre un petit peu les choix des créateurs, hein, parce que l'aspect de Sonic est absolument abominable. Donc on va voir aussi, je pense qu'à mon avis on va se retrouver sur à peu près le même type de chemin qu'avec Dragon Ball Evolution et Mario. D'ailleurs, je rajoute quelque chose. Il y a un malentendu qu'on retrouve à la fois dans Super Mario Bros, le film, et dans Dragon Ball Evolution. C'est que dans les deux cas, Hollywood ne cherche pas à adapter une œuvre. Hollywood cherche à adapter une franchise qui est composée de plusieurs épisodes. Or, c'est un grand problème. On le voit bien dans le film. C'est que forcément, si vous essayez de faire tenir en 1h30 ce qui tient en plus d'une quinzaine de tomes en manga, va vous falloir faire des coupes. Et faire des coupes énormes. Bon, en l'occurrence, le film choisit, par exemple, de supprimer un personnage aussi central que Krillin. Ouais. Il fait que d'un seul coup, Krillin, Tenshinhan, plein de personnages sont gommés et on comprend pas pourquoi. Et ils en du jouent coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne tiennent plus. Je pense que le crime faustien de Dragon Ball Evolution, c'est d'avoir voulu, dès le premier film, parce que ça devait être une trilogie, c'est d'avoir voulu en raconter trop. Il se serait contenté d'aller jusqu'à Tenshinhan, par exemple, ça aurait été peut-être plus jouable. En tout cas, il fallait faire un choix. Il aurait fallu, à mon avis, suivre le modèle de Harry Potter. Je pense que c'était le meilleur. En l'occurrence, vraiment prendre le temps de suivre l'évolution d'un personnage, en l'occurrence d'un acteur, ça aurait marché. Prenez un acteur assez jeune pour jouer Goku, et film après film,
Vous le voyez grandir, vous voyez l'intensité changer, le ton changer. Là, ça marche. Dans le cas d'Harry Potter, c'est un grand succès, même si les films sont inégaux. Mais en tout cas, il y a un vrai attachement au film pour ça. On retrouve cette impression de progrès. Or, Dragon Ball, si vous supprimez cette impression de progrès, si vous supprimez toute la richesse des personnages, vous perdez tout. Super Mario Bros, ils avaient également commis une erreur relativement similaire. Alors Super Mario, c'est évidemment pas une série qui se suit, mais c'est encore plus compliqué. C'est des épisodes qui fondamentalement n'ont aucun rapport entre eux, à part le personnage central. Mais l'esthétique change, les règles changent. C'est impossible de vouloir raconter en même temps Super Mario World, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3. C'est impossible. Non, sauf avoir déjà c'est compliqué à la base d'avoir un héros qui est un plombier et qui mange des champignons. Mais si en plus vous devez expliquer qu'il doit monter sur un dinosaure, mais également avoir une queue de tanuki en mangeant une feuille et en se battant contre des joueurs de football US, bon forcément. Et taper des tortues, je veux dire. Non, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, je pense que la marche est un peu moins haute pour Dragon Ball, très honnêtement, puisque au moins ça se suit, mais le découpage pour lequel ils ont opté était suicidaire dès le départ. Mais dans notre malheur, finalement, on a peut-être eu justement Dragon Ball Evolution, mais grâce à ça, on a eu Battle of God derrière, je pense. Et finalement, même s'il a été réalisé il a été produit aussi par la Fox Shueisha, puisque maintenant tous les films qui arrivent justement sur Dragon Ball, il y aura toujours le logo de la Fox. Et maintenant, ça fait très bizarre de dire que voilà, Disney essaie d'accaparer Dragon Ball, tout du moins au cinéma. Ouais, c'était un mal pour un bien finalement. Parce que moi, soit dit en passant, j'aime beaucoup Battle of God. Je sais que c'est une opinion impopulaire qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde lui chie un peu dessus parce que voilà. Mais je trouve que c'est un film très Toriyamaesque. Et j'adorais d'ailleurs le passage dans le livre justement où on commence à apprendre que voilà, Toriyama est repassé derrière le script de Watanabe parce qu'il était pas satisfait. Il était pas satisfait du tout. Ah, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup Battle of Gods aussi. Je le trouve très étonnant, très frais. C'est assez incroyable de retrouver tous les personnages de Dragon Ball qui reviennent, qui sont tous réunis, et pour une fois pas pour se battre. C'est assez inespéré quand même. Alors évidemment, bien sûr qu'ils vont se battre, mais quand même ils sont essentiellement là pour manger du gâteau. Enfin, c'est quand même l'inverse absolu d'un climax comme les aimaient les spectateurs de Dragon Ball Z. C'est coucou, c'est la fête de Bulma, c'est l'anniversaire de Bulma, et puis voilà. Exactement. Puis même les personnages sont drôles, même les personnages sont totalement. Beerus, je trouve que c'est une réussite. C'est une réussite absolue, j'adore le personnage. Totalement. Voilà, oui, c'est Beerus, très drôle. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est la place de Whis dans Dragon Ball Super. C'est la première fois que dans la série, on nous explique que Goku n'est pas le plus fort, qu'il y a plus fort que lui. Et il se trouve juste que celui qui est le plus fort du monde, il s'en fout. Donc on va se taper à côté de lui, mais du coup, d'un seul coup, ça donne une légèreté que le manga avait quand même perdu à la fin, notamment dans l'œuvre de Cell. Si vous rajoutez dans l'arc de Cell, si vous rajoutez au combat de Cell quand même d'un premier degré, d'une gravité extrême, si d'un seul coup vous mettez en arrière-plan un personnage qui est plus fort que tout le monde, qui est juste en train de se manger une tarte à la fraise, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans du Toriyama. Vous avez votre combat, mais vous avez quand même un personnage absolument invincible qui est en train de se taper une petite tarte à la fraise. Et puis voilà. C'est totalement ça. Dans toute une période de sa vie, qui lui a arraché son maître, etc. Allez. Je dois avouer une chose, c'est que le personnage de Satan m'agace. Il est pas très drôle, on peut se mettre d'accord là-dessus. Ah, dans l'anime, je suis d'accord. Dans le manga, je le trouve drôle, moi, personnellement. Je suis d'accord aussi, Satan, il m'énerve aussi. Ouais, il a toujours réussi à m'énerver plus qu'à me faire rire. Alors que des trucs que j'adore, Binu Squad me fait mourir de rire. Je suis un fan devant l'éternel de Yajirobe. C'est rare, c'est génial. Mon terrien préféré, clairement. Meilleur fan. Salaud, c'était génial. Non. Il est trop stoïque.
Non, Mister Satan, j'adore justement le tome 40 où il se lie d'amitié avec Majin Buu. Moi, ça m'émeut à chaque fois quand je vois ça. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fonctionne bien. Avec la Game Boy en plus, c'est explosif. D'accord, je suis d'accord. À partir du moment où Buu arrive, Satan devient intéressant. Voilà, c'est vrai, d'accord. C'est vrai. Mais avant, la période Cell, je sais pas, il m'exaspère, très honnêtement. Mais Buu, ouais. Buu, ça marche très bien. Il y a un passage, sincèrement, parce qu'on est dans les conseils finances et que je me retrouve dans ce qu'a dit William, il y a un passage qui m'a fait marrer avec Mister Satan, notamment dans l'anime, parce que je suis un grand fan de Daisuke Gori, paix à son âme, qui était le seiyuu de, la voix japonaise de Mister Satan. C'est quand Goku s'apprête à annoncer le nom de Gohan pour le succéder contre Cell, pour lui succéder contre Cell, Mister Satan, la blague, il va dire Mister Satan, s'il vous plaît, allez lui dire que j'ai mal au ventre. Ça me fait marrer parce que même lui, il continue de croire à ces conneries. Non, ça m'a fait marrer. Mais au-delà de tout ça, Mister Satan dans l'Arc Cell, en fait, il est lourd, quoi. Même il me casse les pieds. C'est un lourd dingue. Il est chiant. Par contre, dans l'arc-bout, alors là, franchement, je l'adore. Pourquoi ? Parce que, et je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une suite à ce que je vais dire, mais Boo, en fait, il a été accueilli par la violence, par les combats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a Goku, Vegeta, Gotenks, enfin pas Gotenks tout de suite, il a essayé mais il s'est fait casser la gueule, mais tout le monde, même Piccolo, tout le monde s'est dressé contre vous de manière en usant les arts martiaux, les combats, en essayant de l'exterminer. Et Mister Satan est arrivé avec le dialogue et il a tout gagné. Il n'y aurait pas eu les deux bandits là pour buter le chien, enfin le blesser, et puis ensuite tirer sur Mister Satan pour le mettre dans un état semi-mort. Boo, il était gentil. Oui, Mister Satan. Donc en fait, ce que je veux dire juste pour finir sur mon truc, c'est que Toriyama, dans son propre manga, nous montre que la violence ne résout pas tous les problèmes et qu'au contraire, parfois, elle peut avoir des conséquences encore plus dramatiques que ça ne l'était avant qu'on fasse appel à la violence. Coucou les deux terriens qui rajoutent de la violence et de la haine gratuite dans une situation qui est en train de redevenir paisible. Donc en fait, voilà. C'est vrai, ce passage d'ailleurs bien violent. La manière dont il meurt, de toute façon, ces deux terriens, c'est assez violent. C'est assez trash dans le manga. Cette violence assez rare dans Toriyama. Donc tu vois, ok, Majin Buu, tu le vois boire de la limonade devant Gotenks, c'est marrant. Et le combat à Gotenks et Majin Buu est, comme le dit le livre d'ailleurs, de toute façon vraiment culte. Mais malgré tout, il y avait quand même cette petite violence que tu découvrais entre Spopovich versus Videl, entre les paysans qui ont été tués par les hommes de Babidi à côté de leur vaisseau. T'avais toujours cette petite marque de violence quand même qui n'a plus. Et Spopovich et son copain là qui meurt par Babidi, c'était. Ah oui. C'était l'organisateur, enfin pas l'organisateur du tournoi, du Dankaichi Budokai, mais le mec là qui donne les noms, pareil, sa tête qui explose, bon. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même un Toriyama qui arrive sur son manga en disant, bon, vous avez vu, là, depuis le début, je vous montre que les combats peuvent ramener la paix sur Terre, mais finalement, là, c'est Mister Satan qui s'apprêtait à ramener la paix sur Terre. Et moi, je trouvais ce passage, poignant, en fait. Je me suis dit, merde, il va réussir ce con, ou comment ça se passe? Parce qu'il est complètement débile, en fait, à la base, hein. Nous, au dernier Satan qu'on a vu, c'était contre Cell, il se fait éjecter, il continue de dire de la merde pendant tout le Cell game, et puis après on le retrouve, il se fait boxer par Trunks, et puis là on le retrouve une troisième fois, on se dit attends, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va inventer? Ça suffit maintenant. Tu dis mais attends, jusqu'où il va aller, ça c'est dans sa connerie, et en fait non, là, il te coupe l'herbe sous le pied, et puis il arrive et en fait il ramène la paix sans violence. C'est possible que ce soit son genre de donner une leçon, mais en tout cas il est assez évident que dans l'arc bout il se réapproprie la série et effectivement raconte à nouveau la série telle qu'il a envie de la faire. C'est vrai que la relation entre Boo et Satan, autant le personnage de Satan, j'ai jamais été sensible, autant leur relation est super intéressante. Le contraste entre les deux est évidemment saisissant. Et puis, c'est vrai que ça lui donne d'un seul coup une grandeur d'âme, une espèce de sincérité qui me manque au personnage depuis le début. Ah oui. Et j'aimerais te poser une question, puisque on continue sur Satan, on va faire la transition. La fois d'après où on le retrouve, il pense que le combat au Kaioshinkai, au monde des Kaioshin, est un rêve, qu'il en est presque le héros et qu'il aimerait bien se réveiller de temps en temps. Mais au-delà de tout ça, le combat se conclut par un Genki Dama. Bon, techniquement, on sait que Gohan, une fois qu'il a eu ses pouvoirs qui ont été accrus au-delà de ses limites,
il peut vaincre Boo pur, le petit Boo qui apparaît en dernier, puisqu'il est capable de battre le Boo, ce qu'on appelle communément Super Boo, le Boo costaud là, sur lequel il a largement le dessus. Bon, techniquement, si Gohan il donne son ki pour farmer le Genki Dama, son seul ki devrait permettre d'annihiler totalement toute trace de Boo. Mais le scénario, la scène nous montre que Goku considère que le Genki Dama est prêt que quand tout le monde a levé les bras. N'est-ce pas là une façon pour Toriyama de dire l'union fait la force, c'est en s'unissant qu'on arrive à déplacer des montagnes qu'on ne pourrait pas déplacer seul, compter sur les autres, la technique de la confiance, du Genki Dama, tout le monde s'en remet à Goku, à Mister Satan qui est un peu le levier qui permet cette chaîne de fonctionner, cet engrenage de fonctionner jusqu'au bout. Est-ce que là Toriyama nous donnerait pas, effectivement tu dis que c'est pas son genre de donner une leçon, mais la mise en scène, je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais je me suis toujours interrogé sur cette scène finale. Finalement Gohan aurait largement suffi, mais il a fallu que tout le monde lève les bras. Et c'est Mister Satan qui est le levier, le déclencheur, le passe-partout du truc. Et d'ailleurs, Goku, je me permets, Goku dit même bravo Mister Satan, tu es vraiment le sauveur du monde. Et il dit ça en lançant le Genki Dama, comme s'il appuyait, comme s'il soulignait. Alors, c'est une très jolie question. Je suis pas non plus dans la tête de Toriyama, non, donc bien sûr. Je peux pas répondre tout à fait à sa place, mais l'impression que j'ai, c'est que cette scène, il faut surtout la comparer avec le dernier chapitre de Dr. Slump. On est finalement dans quelque chose d'assez similaire. C'est le moment où Toriyama sait qu'il arrive à la fin, veut bien finir. Et qu'est-ce que bien finir pour Toriyama ? C'est essentiellement deux choses. C'est un dénouement qui soit positif et léger. Et ça va faire trois choses du coup. Et surtout fédérateur. En l'occurrence, il aime réunir un maximum de personnages. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans ses fins. Il aime ce moment de communion. Il y a un petit côté Minasan. On a presque l'impression qu'il intègre les lecteurs en fait dans ces scènes finales, presque dans ces vignettes. Hein. D'ailleurs, on s'en souvient, c'est Toriyama dans Dr. Slump, il aimait bien des fois mettre en scène le lecteur, il aimait bien jouer avec ça. Vrai. Donc c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas complètement disparu, même si évidemment ça saute pas aux yeux dans Dragon Ball. Mais là, il y a très clairement un côté, allez, pour cette dernière, on est tous ensemble. C'est une manière de dire au revoir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, je suis plutôt d'accord. De toute façon, on sait que c'est la fin. Donc, complètement. C'est un bye bye. Voilà, c'est un bye bye collectif, collégial et en même temps, c'est une manière de dire au revoir. Et sentez-vous. Allez, on se quitte, mais on est tous ensemble. Ouais, voilà, c'est comme impliqué peut-être dans le récit. Ouais. Et d'ailleurs, d'un pur point de vue scénaristique, le Genki Dama, c'est pas très intéressant. C'est une technique qu'on a déjà vue 15 fois. C'est un peu faible pour conclure ce qui devrait être le dernier grand combat de la série. Je pense que si l'autorise, c'est beaucoup plus pour le côté symbolique. C'est pour ce que ça représente. Ouais, voilà. J'ai toujours vu comme ça aussi, ce côté symbolique, ce côté on s'en remet à Goku, on s'en remet finalement à Mister Satan. Et puis pour répondre sur la pure question de Gohan, l'arc de Boo, il est très clairement construit contre l'arc de Cell, en opposition à celui-ci. L'arc de Cell, c'est quoi ? C'est le triomphe final de Gohan, dont il s'est demandé à un moment donné s'il n'était pas en train de devenir le nouveau personnage central de la saga, avant de faire cette espèce de constat assez étonnant qu'il trouve que finalement il n'en a pas la carrure, et que c'est pas lui, c'est Goku. C'est Goku qui doit rester central. Et c'est intéressant d'étudier Gohan dans l'arc de Cell, parce que fondamentalement, c'est le personnage qui est le plus puissant, mais à qui la puissance ne va fondamentalement jamais servir. Quand il est super fort, on lui aspire de la puissance. Quand il a une épée incroyable, il la pète. Et quand il est en mesure de terrasser des demi-finales, en fait, c'est son papa qui dit bon, Calbos aurait plutôt tous levé des briquets comme dans un concert de Queen. Et voilà. Donc c'est étonnant. Et d'ailleurs, les principaux rôles de Gohan, fondamentalement, c'est plus quand il est transformé en Grid Saiyaman, qui fait du lourd potache. Donc je pense que
diminuer la force, en tout cas le rôle de Gohan, c'est aussi une manière pour Toriyama de se réapproprier Dragon Ball et d'écarter ce qu'il était devenu dans l'arc précédent. On voit malgré tout qu'il y a quand même un malentendu avec la Toei Animation, tout du moins. C'est-à-dire que quand on regarde le deuxième opening là, de Dragon Ball Z, c'est Gohan qui est la vedette. C'est Gohan, et les autres sont là, sont ses amis, mais quand tu regardes le direct, tu te dis pas, c'est la série de Son Goku et Vegeta. Non, c'est Son Gohan. Et c'est après qu'il a changé d'avis parce que l'ère Gohan Saiyaman, bon, parmi nous, il y en a qui sont fans de cette partie-là du manga qui est très amusante, qui parodie Superman. Videl, on peut la comparer à Lois Lane. Enfin, voilà. C'est un peu ça, quoi. Malgré tout, ça n'a pas très bien marché, d'où le tournoi ensuite derrière. Et c'est vrai que l'opening, pour moi, ça transmet vraiment ce malentendu-là de Dragon Ball Z, le second, de dire, ça aurait dû être Gohan, mais bon, peut-être que si on devrait en faire un générique, on ferait pas ça, quoi. Ça aurait tellement dû être... Pardon. Enfin... très rapidement, ça devait tellement être Gohan que le titre de Dragon Ball Z a failli être Gohan no Daiboken, la grande aventure de Gohan. C'était bien, ça. Quel titre incroyable, Gohan. Mais c'est Shonen Gohan parmi nous, là, il est... D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que la Toei n'a pas attendu le deuxième opening pour mettre Gohan en avant. En tout cas, William, c'est vrai que dans ton livre, on sent bien le mal-être que Toriyama ressent quand il est en train d'écrire l'arc de Cell. Hein. Clairement. Qui est vraiment... il est juste là pour faire le dessin et juste subir ce que les éditeurs vont lui demander de dessiner ou de changer par la suite. On sent bien qu'il prend vraiment sa revanche dans l'arc de Boo par la suite. Et qu'il essaie, comme tu le disais, un peu presque d'effacer ce qui avait pu se passer avant, rien que par rapport à Gohan, on le voit. Ouais, tout à fait. Il y a une question qui revient très 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 souvent dans le courrier des lecteurs, c'est quoi votre personnage préféré? Ou c'est quoi votre combat préféré? Manque de peau, ça change à chaque fois. Alors attention, parce que ça change à chaque fois, c'est vrai, mais il y a une typologie de réponse qui par contre est assez cohérente. Or, qu'est-ce qui en ressort? C'est que jamais un personnage de l'arc de Cell, surtout aucun combat ne ressort. Alors, je vais immédiatement me contredire. Mister Satan revient souvent, mais Mister Satan, on s'est un petit peu mis d'accord entre nous tout à l'heure pour dire que c'était fondamentalement dans l'arc Boo qui était le plus important. Et je pense qu'on est tellement tous d'accord que Toriyama est d'accord avec nous aussi. Voilà. Un instant, il m'a dit oui, je suis d'accord. Voilà, exactement. Mais en tout cas, sur les combats, il ne cite jamais aucun combat de l'arc Cell. Alors que Goku contre Freezer, Goku contre Piccolo. Ou Gotenks contre Boo, Majin Buu, ça il les cite, il l'aime bien. Ou Krillin contre Bactérie, qui est effectivement un truc assez intéressant. Mais d'ailleurs, vous voyez comme il y a une typologie qui revient. Vous avez Krillin, Bactérie et Gotenks. Oui, c'est génial ça dans le livre. C'est-à-dire les combats humoristiques. Il les adore, les combats humoristiques. Et puis, dans ses combats préférés, il y a également les combats, finalement, qui sont iconiques. C'est un Goku, son personnage, quand même, contre ce qui est le méchant ou le mal absolu. En l'occurrence, il n'y en a que deux qui l'incarnent, c'est Piccolo Daimayo, puis Freezer. Donc ça, c'est les deux combats qu'il aime. Mais jamais il ne parle de Cell comme d'un moment où il a apprécié le combat. De toute façon, c'est l'arc où il y a eu le plus d'intervention de la part des éditeurs. Le personnage de Cell est probablement l'un des plus éloignés de ce qu'il voulait faire au début. Une anecdote, je trouve, qui est très 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 parlante, c'est qu'au début de l'arc des cyborgs, qu'est-ce qu'on lui dit à Toriyama? On lui dit, non mais c'est quoi ces gus là? C'est ça. Tu nous as fait un vieillard et tu nous as fait un grassouillet. Et on lui dit, bah, tu te débrouilles, mais tu les dégages, quoi. Tu nous sors des ennemis qui soient mieux que ça. C'est hors de question qu'on fasse ça. C'est ça. Et quand commence l'arc Boo, quelle est la première chose enfin, pas la première, mais quel est l'ennemi que choisit Toriyama? Il choisit un personnage grassouillet. Gras. Ouais.
Donc, c'est ça qui est quand même très spectaculaire. Ouais, parce qu'il savait que les attentes, il a renversé les attentes justement avec Majin Buu. Il savait qu'ils attendraient une sorte de Cell, et finalement il leur livre un Majin Buu justement gros, qui a priori ressemblait à son éditeur de l'époque. Et il a brisé les attentes, et il l'a très bien fait. C'est comme avec le tournoi, justement dans le livre on parlait du 21e Tenkaichi Budokai, tout le monde disait que Goku gagnerait. Et ben, ce n'est pas Goku qui gagne. Dans la course de moto de Dr. Slump à la fin, tout le monde pensait qu'Arale gagnerait. Ah merde, si, celle-là, ça marche pas. Mais voilà, quoi. L'idée est de surprendre. Il aime bien faire le contraire de ce qu'on lui dit, quoi. Oui, tout à fait. Vegeta ne doit pas mourir. Eh bien, je vais faire mourir Vegeta. Là aussi, dans le livre, c'est super d'apprendre ça. Mais c'est là où quand même c'est super intéressant. Je disais un petit peu en début d'émission, Toriyama, il y a des moments où il peut être extrêmement docile et d'autres où il peut être incroyablement très rebelle. Là, on a vraiment l'illustration parfaite. Avec Boo, c'est pas seulement qu'il fait un personnage qui est contraire à celui qu'on attend, c'est qu'il fait le personnage qu'on lui avait interdit de faire à l'arc d'avant. Et il va même plus loin encore, c'est-à-dire il fait pas seulement un petit gros, il fait un petit gros gluant rose qui ressemble au... Comment on peut se douter en voyant Boo que c'est un méchant? Bah le public il a la même tête que Dabra à ce moment-là, personne n'imaginait comme ça en fait. C'est ça. Tout le monde l'a fait je pense, hein. C'est de la même tête. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'était quand même très surprenant. On n'en croyait pas nos yeux quand on l'a vu après fois. C'est vrai qu'il y a un effet de suspense, c'est vrai qu'il y a un effet d'attente. On se demande à quoi il va ressembler, mais il y a ça aussi fondamentalement pour Cell et pour les cyborgs. Donc en tout cas, je trouve intéressant parce qu'il change de direction. En tout cas. Non, mais c'est vrai qu'on voit que dans l'arc Boo, il a plus de liberté, il peut faire presque ce qu'il veut entre guillemets, je veux dire. On lui impose pas des trucs comme dans la saga Cell où effectivement, même si j'adore cette saga, on voit qu'on lui impose beaucoup de trucs. Hein, je veux dire. Quitte à finir avec Majin Buu, il voulait vraiment se faire plaisir. Moi, il y a un seul truc que j'ai toujours trouvé énigmatique dans le Shonen Time là, justement la table ronde entre les éditeurs Toriyama, c'est lorsque Toriyama a dit que la seconde forme de Cell, il prévoyait lui donner un rôle important. Et alors là, j'ai toujours trouvé ça très mystérieux parce que je me dis mais moi j'adore la seconde forme de Cell. J'adore cette forme de Cell, mais je me suis toujours dit quel est le rôle qu'il lui aurait donné s'il n'y avait pas eu son éditeur. C'était Torishima qui le trouvait idiot, je crois, c'est ça. Non, c'est Kondo. Non, c'était Kondo. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est une question qui me tracasse. Je pense aussi peut-être qu'on peut rebondir aussi sur Toriyama et les femmes, parce que c'est vrai que les femmes de Toriyama sont quand même la plupart du temps des femmes fortes, que ce soit Akane dans Dr. Slump, que ce soit numéro 18, Chichi. Ouais, il y a quelque chose à dire sur le sujet, je pense. Qu'est-ce à voir avec celle de deuxième forme? Je sais pas. Je pense qu'il faut. Ouais. Je pense qu'il faut être beaucoup nuancé là-dessus. C'est des femmes fortes. Alors, il aime bien expliquer que de toute façon, il n'arrive pas à dessiner autre chose que des femmes fortes. Bon, c'est pas non plus un féministe, hein, Toriyama. Faut pas le faire passer parce qu'il n'est pas. Ce sont des femmes fortes, mais ce sont également des objets sexuels. Bulma n'est quand même pas que ça, mais toute une partie du manga qui consiste, en tout cas au début, à montrer que quand même, oulala, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette lycéenne de 16 ans, ce qui est quand même un petit peu bizarre, hein, remis en contexte. Ouais, c'est clair. Et puis Chichi, enfin c'est assez étrange de dire que il en scène des personnages forts. Dès que Goku se marie, sa combattante de femme devient une cuisinière, ne sort quasiment plus jamais de la maison et se consacre uniquement à son fils. On est dans une vision qui est ultra traditionnelle du rôle de la femme. Par ailleurs, à partir du moment où commence l'arc des Saiyans, Lunch disparaît complètement. Bon, Bulma devient quand même de plus en plus secondaire, même si elle a un rôle sur Namek. Chichi, on n'en parle quasiment plus. Les femmes disparaissent quasiment totalement pendant 2 arcs entiers. Et reviennent heureusement avec ces 18, mais là encore on est sur un truc un petit peu particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des points sur lequel Toriyama a fait son autocritique. Alors d'ailleurs, moi, ça m'amuse beaucoup parce que, en général, quand on écrit sur Internet que Dragon Ball est une œuvre qui est quand même assez sexiste, ce qui est pas...
je veux dire, c'est pas beaucoup s'engager que de dire ça. Bon, j'apprécie énormément l'œuvre. Il y a plein de choses formidables dedans, mais c'est quand même pas l'œuvre qui donne la vision la plus positive des femmes à tout point de vue. Si vous écrivez ça sur Internet, il y a quand même de fortes chances que des fans de Dragon Ball vous tombent sur le coin de la tête. Or, Toriyama ne dit pas le contraire. Toriyama le dit lui-même. Je sais pas pourquoi. Comme j'ai du mal à dessiner des femmes combattantes, c'est vrai que j'imaginais que fondamentalement les Super Saiyans, en tout cas les Saiyans, ce soit quasiment que des hommes. Mais en fait, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû mettre en scène plus de femmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, voilà, vous avez les premières femmes saïennes combattantes qui peuvent même se transformer, qui peuvent fusionner. Ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, Toriyama a évolué. Et c'est quelque chose qu'on pointe pas beaucoup, mais voilà, il est pas monolithique dessus. C'est vrai. Pour le dire de manière résumée, il y a 3 types de femmes chez Toriyama. Il y a les chieuses à gros caractère. C'est Bulma, c'est Lunch, qui font le début de son œuvre. Il y a la femme au foyer, Chichi, et les femmes de Saiyan qu'on entreaperçoit à peine en arrière-fond. Et puis il y a les femmes combattantes, et celles-ci arrivent quand même très tardivement. Où classes-tu Pan de Dragon Ball GT, même si Toriyama n'en a pas écrit l'histoire, il en a créé le character design? J'ai pas une colle. Non, c'est pas tellement une colle, c'est juste que, très objectivement, je me suis peu intéressé à Dragon Ball GT. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon sujet c'était les relations entre Akira Toriyama et Dragon Ball, c'est certain que les œuvres sur lesquelles il n'est pas impliqué ou quasiment pas impliqué, vous les avez de c'est côté. logique. Et puis par ailleurs, c'est vrai aussi de certains films sur lesquels je me suis pas penché, notamment les premiers films Dragon Ball, parce qu'ils avaient pas vraiment d'intérêt du point de vue de Toriyama. c'est pas lui qui l'a fait. D'une certaine manière, c'est une question que je me suis posée à un moment donné, c'est est-ce qu'il faut que je cherche à être absolument exhaustif et puis je me suis rendu compte que de toute façon ça servirait à rien, puisque je tomberais toujours sur quelqu'un à l'érudition beaucoup plus large que la mienne sur Dragon Ball, et que autant me recentrer sur vraiment le cœur de la question que j'avais envie de poser, à savoir c'est quoi la relation de ce mangaka à son œuvre. Du coup ça fait que j'ai écarté 2 trucs. C'est les Dragon Ball sur lesquels il n'est pas impliqué, sauf Dragon Ball Evolution, parce que c'est un film qui a une vraie influence, une vraie importance en tout cas, dans la carrière de Toriyama. Et puis j'ai écarté également tous les mangas de Toriyama qui n'ont pas de rapport direct avec Dragon Ball ou ne permettent pas de raconter quelque chose de son rapport à Dragon Ball. Ah, je comprends bien, ouais. Ce qui est logique, oui. Ce qui est très logique, ouais. Et donc voilà, GT se termine un peu dans la différence générale, tout écrit dans le livre. Mais c'est triste parce que moi je trouve qu'il y avait des bonnes idées. Je crois que William voulait. Non, je voulais juste préciser une chose, c'est que c'est très vrai. Hein, GT ne fait que chuter progressivement dans les chiffres d'audience, mais en fait ça commence déjà avec l'arc bout. Oui. C'est possible, oui. Dès l'arc bout, on constate un effritement régulier des audiences. Par exemple, je vais pas vous dire de bêtises, mais dans mes souvenirs, c'est l'épisode où Vegeta et Goku sont dans le ventre de... Oui, dans le livre, en tout cas, c'est ce qui est écrit, oui. Qui est un record d'audience basse pour des Il est moitié moins fort que les autres, 12 et 4. Ouais, je pense que oui. Il a une audience de DBGT, quoi. C'est parce que déjà, le rythme de Dragon Ball était déjà en cause, j'imagine, là-dessus. C'est vrai que c'était... Ça s'accrochait. Oui, et puis peut-être que finalement, le fait qu'on soit revenu à un Dragon Ball Toriyamesque, c'était plaisant pour l'auteur, mais moins pour les téléspectateurs, qui, eux, redemandaient du sel. Ça m'étonne pas. Le problème, c'est qu'il était difficile de combler les autres. C'est vrai que Dragon Ball GT a voulu revenir à une proposition encore plus toriyamesque en termes d'univers, d'esthétique,
de Kara Design, et ça a confirmé finalement ce qu'on disait depuis le départ, c'est que le Dragon Ball Toriyamesque de début, ça n'a jamais été le plus populaire. Donc, il y a deux manières de le dire, soit Dragon Ball était une franchise qui était fatiguée, soit tout simplement, si vous reveniez à ce qui ne marchait pas au début, il y a peu de chances que ça marche. Effectivement, c'est avis aussi. Je vois dans les... Parce que j'avais la page ici. Dans les audiences, qui a fait le plus grand d'audience avec 24,3%, c'était la finale de Gohan contre Cell, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le plus grand top d'audience de Dragon Ball. Ouais, c'est ce qui est le moins Toriyamesque, c'est encore une fois ce qui a le plus marché, quoi. C'est un peu encore une fois, comme on disait, Toriyama est quelqu'un de paradoxal. Là, c'est pareil, de nouveau. Moi, je dis souvent, il est très bon dans ce qu'il n'aime pas faire. Ce qui est triste un peu pour lui, mais je veux dire. Là, ici, il fait un combat épique de Gohan contre Cell, que bon, en tant que fan de Gohan, je suis fan, mais c'est aux antipodes de ce qu'il aime, et pourtant, c'est ce qui marche le mieux. Alors, quand il veut faire un truc qu'il aime bien, genre la saga Boo ou le saga du ruban rouge, ça fait un flop à chaque fois. Moi, j'aime bien le Gohan contre Cell, mais ça ne m'empêche pas d'être triste pour Toriyama, parce que du coup, tout ce qu'il n'aime pas fonctionne, quoi. Ça doit être un peu frustrant pour lui, je trouve. Mais donc, voilà. Du coup, maintenant, une fois que Dragon Ball est fini, je veux dire même GT a terminé, il a quand même pu revenir à des histoires courtes qu'il aimait mieux. Je veux dire, genre il a sorti Kowa, Kajika et Sandland, et Nekomajin, parce que je l'ai oublié dans mon truc. Et Kowa qui est le manga préféré de l'auteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais je pense qu'il change à chaque fois, je pense, parce qu'il y avait dit aussi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il change le truc. Le tel d'air de Toriyama, c'est de toute façon, vous lui posez une question le lundi, vous lui reposez la même question le mardi, vous êtes à peu près certain d'avoir deux réponses différentes. C'est ça. Ça vaut à peu près sur tout, mais oui, il cite Kowa, en tout cas ça fait partie des mangas qu'il a cité parmi ses préférés. Sachant qu'il y en a qu'il n'a jamais cité parmi ses préférés. On est un petit peu obligé de raisonner comme ça avec lui. En tout cas, on voit pourquoi il aime Kowa. Kowa, c'est l'esprit des deux premiers chapitres de Dragon Ball. En plus innocent encore. D'ailleurs, moi, je l'avais pas lu à l'époque, je l'ai relu, et j'ai trouvé ça délicieux. Il y a des moments de grâce par moment dans Kowa, tout en étant espèce de côté enfantin d'apparence. Et puis il est très attendrissant parce qu'on sent que c'est vraiment le manga où Toriyama vraiment fait ce qu'il a envie de faire. Et alors peut-être que peut-être que c'est un petit peu difficile pour moi de l'apprécier en toute objectivité, parce qu'à force de se plonger un petit peu dans la psyché d'un auteur, on finit des fois par épouser sa manière de voir. Mais c'est vrai que je comprends. Il est doux, ce manga. Il est drôle, il est tendre. Il a ce côté toriyamesque, cette manière de dire, regardez comme les monstres, c'est les gentils dans ce monde, et les humains, c'est les méchants. Et d'un seul coup, on renverse complètement tout ce qu'il a raconté pendant 20 ans. Moi, je le trouve très précieux. Il est frais. Voilà. Ça m'a donné envie de le relire, là, vraiment. Et c'est Toriyamesque à 100%. Je veux dire, la Shueisha ne vient pas lui dire, tiens, fais ça, fais ci, fais ça. C'est ça qui est bien, je trouve. Ouais, tout à fait. Déjà, la Shueisha, je suis déjà tellement content que Toriyama revienne. Vous savez que c'est exceptionnel. Je m'étais plongé cet été. C'était cet été ou l'été dernier, je me souviens plus, j'oublie. Je m'étais plongé dans l'historique des couvertures qu'avait fait Jump de 1980 à 1995. J'avais fait toute une base de données, puis j'avais poussé un petit peu. Kowa est l'unique cas de manga auquel la Shueisha ait accordé 2 couvertures successives. C'est vrai que c'est quand même c'est exceptionnel. Ah, c'est dingue, ça paraît étonnant. Mais oui, ça paraît très étonnant pour nous, parce qu'on se dit, Kowa, c'est une œuvre complètement mineure, attendez 2 secondes, rendez-nous du Dragon Ball. Mais si vous remettez dans le contexte de... rendez-nous du Toriyama. C'est 97, 98, j'ai un trou sur sa date de... Kowa, c'est 97. 97, merci. C'est ce que tu as écrit dans le livre, en tout cas. Ouais. Donc, je te crois. On est... Bon, jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui accepte des membres comme moi, mais bon, je te remercie en tout cas de ta confiance. Ce qui est certain, c'est que 95, c'est le sommet historique de
Weekly Shonen Jump en termes de vente, et que depuis 95, depuis l'arrêt Dragon Ball, même si d'autres mangas prennent le relais, la vente au global, elle baisse. Elle baisse. Et que donc, quand vous avez en 97 Toriyama qui vous dit « Ah bah tiens, j'ai justement un petit truc à vous proposer, et en plus c'est une série », alors évidemment que Shueisha décide de tout mettre. Ce qui est très rigolo, parce que quand on lit Kowa, c'est vraiment... Allez, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Mais en fait, ça l'est pas tellement. Mais il n'y a aucun potentiel commercial derrière ce truc. Le tout potentiel commercial, il est juste dans le nom de l'auteur. Mais derrière, c'est la négation absolue de ce que les shonen sont devenus. Je sais pas, il faudrait faire un jeu de mots. Si le neketsu, c'est le sang bouillant, en tout cas, littéralement, il faudrait, je sais pas, Sanketsu, c'est le sang froid, je sais pas. Ah ouais. Enfin, ça devrait presque ça devrait presque ne pas être publié dans Shonen Jump, tellement on est dans un côté préscolaire en fait sur certains aspects. Quoi de voir, il est paradoxal. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, William, qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'a dit Toriyama sur l'anniversaire de Dragon Quest qui fêtait, je crois, ses 30 ans, et il avait mis un message en ligne justement, Toriyama, et c'était un peu triste. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez triste pour dire que bon, l'Heroic Fantasy c'est bien, mais 3 petits points quoi. Alors, je sais pas si vous aurez remarqué lors de cette émission, mais j'ai une mémoire de Meru. Donc, c'est pas la citation. C'est intéressant comme poisson. Là, je vous avoue que cette citation ne me revient pas. Ah bon, tant pis alors, dans ce cas, je peux t'embêter avec ça. Sur l'Heroic Fantasy, est-ce que certains... Alors, je vais faire une réponse peut-être un petit peu... Je vais faire un pas de côté. Je vais pas répondre sur cette citation, parce que honnêtement, je l'ai pas en tête. Sur l'Heroic Fantasy, c'est vrai que c'est pas ce dont Toriyama se réclame le plus. C'est vrai que lui, ce qu'il aime très souvent, c'est les œuvres futuristes. Il aime les tanks militaires, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Toriyama, ce qui est assez marrant, c'est qu'il aime bien les mélanges. Il aime pas forcément les œuvres très fixées. Fondamentalement, il y a tout dans Dr. Slump. Hein. Pour lui, une bonne œuvre, il y a des dinosaures, il y a des robots, il y a des extraterrestres, et éventuellement, peut-être qu'il y a une cafetière mutante qui tient dans une pilule, et des motos, et beaucoup de motos. Mettez beaucoup de motos. Il aime les motos. Donc, si je peux me permettre de corriger Toriyama sur cette citation que je n'ai pas en mémoire, je pense que ce qu'il a voulu dire, fondamentalement, c'est l'Heroic Fantasy, c'est très bien, surtout qu'il y a des dragons, mais le problème, c'est que ça manque de motos. Voilà. Je pense qu'au fond, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que vous mettez d'un seul coup des motos dans Dragon Quest. C'est tout à fait ça. Ah là, il fait des dessins jusqu'à la fin des temps. Quoi. Je vois tellement un dragon sur une moto maintenant avec nos bêtises là. C'est fabuleux. Et il serait capable, hein, dragon de moto, tout. Oh, ça serait fou. Ça serait fou. Pas les trucs tough et capable de le faire. Mais d'ailleurs, sur les trucs un peu, les véhicules un peu mécaniques, il me semble que enfin bon, je les ai pas lus, hein, donc je fais ça de ce que je connais. Dans le KJK, il y a quand même pas mal C'est plus dans Sandland. Ah, Sandland, pardon. Ouais, donc j'étais un des deux, hein, je vais choisir. Sandland, d'ailleurs, il le dit, hein, le tank, il a voulu créer un truc futuriste, etc. Il s'est retrouvé pieds et poings liés dans son délire, parce qu'il s'est dit, merde, maintenant je le fais apparaître, c'est le véhicule de main, c'est le main véhicule du bordel. Je suis obligé de le dessiner, puis fréquemment, et puis c'est chiant. Parce que c'est beaucoup de détails, il faut être minutieux, et je me suis retrouvé, voilà, encore une fois, avec une de mes idées devenue un fardeau. Donc, on a souffert de ce tank dans Sandland. C'est pas la fois qu'il fait ça, parce que Cell, c'était la même chose. Hein, il prévoit pas sous le long terme, voilà, donc forcément, ça joue des tours. Hein. Bon, en tout cas, je pense que le retourne. Par contre, on va peut-être essayer de conclure là-dessus. Donc, concrètement, Gokuten, en 2 mots, ce livre, qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus? Ce que tu as retenu? Personnellement, c'est quand même l'ouvrage le plus abouti que j'ai eu l'occasion de lire, parce que malgré ce qu'on peut se dire justement avec un nouveau
livre sur Akira Toriyama, on peut se dire que c'est encore un énième bouquin arrivé là. Non, il sort vraiment du lot. Et ça a été vraiment un plaisir parce que c'est aussi super agréable à lire. Et ça se lit super vite. Donc voilà, c'est tout. Moi je suis très content. Gnocchi, en quelques mots. Lisez-le. C'est tout. Je rebondis sur les mots de Gokuten, qui m'a facilité le truc. C'est très très bien écrit. Ça use de métaphores, de références, de références sourcées. Vous avez tout en bas dans la petite marge, là, le pied de page. Non, lisez-le, c'est complet, c'est riche, c'est écrit avec intelligence, avec humour et avec passion. Donc non, lisez-le, achetez-le, mettez-le sous vide, sous verre. Protégez ce bouquin, c'est une richesse pour la communauté de Dragon Ball. Je regrette maintenant de pas l'avoir en collector. Je l'achèterai en collector. J'aime bien avoir les deux. Je l'ai déjà fait pour un manga qui n'a rien à voir avec Dragon Ball. J'ai la version presse et la version collector. Bon bah voilà. Eh ben merci monsieur Eshunan Gohan. En fait je pense que Gokuten, je refuse la même chose que lui. Effectivement, c'est un excellent livre, je veux dire, bien écrit, bien sourcé, et on voit vraiment que c'est pas des sources il n'a pas été voir sur Ici Paris, voici.fr ou des trucs tout à fait moisis. Il y a vraiment des références de qualité, je veux dire, il y a, comme on disait au tout début, il y a Kanzenshu, Dragon Ball Ultimate, le Wikia autant américain que français, je veux dire, c'est pas non plus des petites sources, quoi. C'est vraiment des contenus de qualité, donc ça c'est déjà une bonne preuve de qualité. Et voilà, bon, comme je disais, moi j'étais assez sceptique aussi sur ce livre parce que bon, malheureusement, on nous a habitués à avoir des produits qui ne font que se servir de jouer, de surfer, que se servir de la licence, et au final, c'est bien moisi pour pas grand chose. Ici, je dois admettre que je me suis complètement trompé. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce que j'aime surtout aussi, c'est que c'est bien raconté dans le sens, il n'y a pas juste toutes les sources posées bêtement là. Il y a un petit récit quand même. Je veux dire, on passe d'une source à l'autre facilement. C'est fluide, quoi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. C'est comme disait encore une fois Gokuten, ça se lit vite parce que c'est bien lié ensemble. Il y a une bonne suite chronologique. On s'ennuie pas. On n'est pas noyé par toutes les citations de Toriyama parce que finalement il y en a quand même beaucoup dans ce livre. Et ça aussi c'est un attrait du livre, c'est que ça rassemble beaucoup de sources de Toriyama qui ne sont pas faciles à trouver, ou alors bon, soit dans le langage original de Toriyama qui est le japonais. Bon, on ne maîtrise pas tout le japonais donc c'est difficile. Ou alors c'est en anglais, mais bon c'est à gauche à droite au milieu donc c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un travail dans la partie making of du livre. On voit que ça n'a pas été facile de rassembler toutes les parce qu'il fallait faire en italien, en catalan, en machin. Enfin, c'était compliqué. Donc voilà, non, franchement, comme disait lisez-le parce que c'est vraiment, on a 300 pages, mais bon, moi je l'ai lu en 3 jours, quoi, en 4 jours, allez. Petit truc, je rajoute un tout petit truc, je veux juste dire merci William pour ce bouquin. Voilà, c'est tout. Ouais, effectivement, on peut le remercier. Et merci Pixel Love aussi d'avoir offert gracieusement ces livres, en tout cas à 3 d'entre nous. C'est quand même... Ah ouais, j'ai tout fait, je voulais acheter le livre, voilà. J'ai acheté tous mes livres de William jusqu'à présent, je voulais que ce soit... Donc moi aussi, pareillement que les autres, je te remercie beaucoup pour ce livre. Vraiment, il nous a beaucoup... il a rassuré mes collègues parce qu'ils étaient pas très... Comme tu as pu le voir, ils étaient au début pas très chauds. Je leur ai dit, non, ne vous en faites pas, je connaissais déjà tes travaux. Je connaissais déjà sur le fabuleux livre de Mario Bros. Je me rappelle encore l'anecdote sur Mario Bros 2, le véritable Mario Bros 2, pas la version américaine ou la version européenne. Rien que ce chapitre-là, je m'en rappelle encore aujourd'hui, donc je pense que c'est pas pour rien. Ce livre, comme l'a dit Mizumi, il est gorgé justement d'informations qu'on ne lit pas tous les jours et qui est vraiment, vous pouvez acheter le livre d'Olivier Richard et celui-ci, ça n'a aucune incidence, les deux sont extrêmement différents et il y a d'excellentes analyses, donc moi je dis bravo rien que pour ça et merci encore d'être venu ici parce que ça nous a fait vraiment très très plaisir. En effet. Eh non, là c'est carrément moi qui vous remercie 1000 fois. En fait, je cherche un peu mes mots. Je m'attendais pas à ça. C'est l'émotion. C'est sûr. Non, mais comme je vous ai dit, très, très honnêtement, moi, j'étais un peu terrorisé, en vrai, hein, parce que
je suis pas spécialiste du manga. Je me suis lancé là-dedans un petit peu sans bouée et sans sans beaucoup d'expérience de ce secteur-là. Donc vraiment, c'est extrêmement plaisant et déconcertant de vous entendre comme ça, aussi positif. Donc, écoutez, que vous dire, sinon que vous trouverez le chèque sur la table, comme prévu. J'espère bien, avec ce qu'on vient de dire. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est très cool, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre lecture d'experts. Puis voilà, juste un truc que je peux dire, c'est que je suis rentré dans ce projet de bouquin avec le chapeau bas et en essayant de respecter le lecteur, en disant que voilà, c'est une œuvre qui nous a quand même beaucoup tous bercés. Je suis pas là pour faire son apologie, parce que j'ai ma carte de presse malgré tout, et je pense qu'il est important de savoir être critique sur certains aspects, des fois d'un auteur, même quand on apprécie beaucoup son travail. Mais voilà, je sais que c'est une œuvre qui a une importance très grande en France pour 2 générations, et que voilà, je voulais au moins respecter au maximum les lecteurs en faisant le maximum et en essayant de leur donner le maximum de ce qu'ils pouvaient être en droit d'attendre d'une biographie d'un tel personnage. Et voilà, j'ai pas de chute à cette phrase. Mais alors, je veux dire expert entre guillemets. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se dire expert, mais je veux dire d'être vraiment dans la culture absolument. Franchement, c'est encore mieux parce que là, je veux dire d'une qualité bon. Il y a un certain recul, justement, il y a un certain détachement, il y a un certain recul grâce à cela, et ouais, le livre est d'autant plus efficace, justement. On tombe pas sur des pensées sur haha, c'est Yamcha, lol, Kiku, lol, machin. Au contraire, on a une analyse au contraire sur Yamcha pour dire, regardez, dans le 21e tournoi, Toriyama n'hésite pas justement à être vachement sévère avec ses héros, notamment Yamcha. Et c'est pour ça qu'il tombe pas dans les facilités, et pour moi, je trouve que la lecture n'en est plus que parfaite, quoi. Non, t'as tout à fait raison, j'y pensais pas, mais effectivement, c'est vrai que c'est peut-être pas vu mal d'avoir quelqu'un un peu d'extérieur. Oui, c'est super. Parce que les informations sont précieuses. Un peu entre nous là. Bien sûr. Je vais vous faire une confidence d'ailleurs par rapport au côté c'est une personne extérieure qui écrit. Vous savez, je veux dire toujours pas la réponse, mais jusqu'à la toute fin, je ne savais pas quelle traduction utiliser pour les noms de personnages. Et j'avais vraiment très peur parce que bon, vous l'avez probablement entendu, moi j'ai grandi avec la première traduction. Oui, Tortue Géniale et compagnie. Tortue Géniale, c'est Tortue Géniale avant d'être Kame Sennin. Je sais que une autre génération pour qui c'est Kame Sennin, et je pense que Tortue Géniale, ils ne doivent pas très bien savoir qui c'est, ou alors ça doit faire un peu vieillot. Et puis en fait, je crois que dans le bouquin, en fait, je passe mon temps à passer de l'un à l'autre. Au bout d'un moment, je fais oh puis zut. De toute façon, je sais pas. Je trouve en tout cas la première traduction très bonne. Effectivement, à un moment, tu dis Tortue Géniale dit Kame Sennin, et ouais, je peux comprendre après. Ouais. J'ai essayé aussi, alors ça c'est pas facile, de parler aux 2 générations, ou en tout cas aux lecteurs de traduction. Parce que voilà, quelqu'un qui n'aurait pas connu l'une, faut qu'il puisse comprendre malgré tout. Ça, c'est vrai que c'est pas facile quand on a des personnages qui sont connus des fois sous plusieurs appellations. Bon, ça sera le mot de la fin en tout cas pour ce podcast. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment adorable de ta part, et bon je vous en prie, merci à vous. Et puis voilà, en tout cas plein de bonnes choses. Et bon, si tu aurais écrit un autre livre sur une œuvre de manga, je ne sais pas. Made in Abyss. Saint-Sia, Water Center, c'est mieux. Hein. Saint-Sia, ça serait bien aussi. Mais voilà, on fait nos commandes. Voilà, il y a 3 choix là maintenant. Et ben voilà, Bacto, on va rendre l'antenne et écoutez, à très bientôt pour d'autres podcasts, et merci encore à William d'avoir été là, et puis à très bientôt. Bye. Merci encore. À plus.